Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée qu'on va passer tous ensemble. Je suis très heureux. Donc, je suis Guillaume de Citre, je suis le président de Citre et de la Fondation de Citre. Et on est très heureux dans le cadre des conférences qu'on organise avec l'Auditorium de Lyon de vous recevoir ce soir. Alors, quelques petites remarques pratiques. Donc, on va passer 1h30 ensemble. Une première heure où je vais échanger avec notre invité, que je vais présenter très rapidement, bientôt. Et avant d'aller sur ce sujet, je vous rappelle de bien penser à rallumer vos téléphones portables une fois que la conférence est terminée. Et aussi vous dire que la conférence sera enregistrée et donc vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube du Fond de Citre, comme on a pu faire avec Jean d'Ormesson, pour ceux qui étaient là avec nous. Et j'ai une pensée pour lui, parce qu'on avait passé un tellement bon moment avec lui il y a de ça 2 ans, que j'en garde encore un souvenir vraiment incroyable, mais aussi avec Boris Cyrulnik et bien d'autres. Alors, notre invité ce soir est quelqu'un qui a écrit depuis le plus jeune âge et qui nous fait le grand bonheur de nous faire découvrir chaque fois son univers. Alors qu'on était dans la loge, il y a une des personnes en coulisses qui tenait absolument à signer un livre, et il lui a dit: vous savez, c'est vous qui m'avez donné le plaisir de lire, et j'ai découvert vos livres il y a de ça quelques années, et j'ai plusieurs personnes que j'ai rencontrées juste avant qui ont eu cette expérience-là. Il s'est fait connaître par un livre qui est évidemment la saga des fourmis, qui était vendue à plus de 30 millions d'exemplaires. Pour rappel, un livre, en tout cas en France, quand il se vend beaucoup, c'est 10 000 exemplaires. Donc imaginez 30 millions d'exemplaires, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais évidemment, il ne s'en est pas tenu uniquement à ce premier succès. Il y a eu d'autres œuvres qui sont toutes à la fois romanesques, à la fois folles, dans le sens où on parle de choses qui sont extravagantes, comme les Thanatonautes, et en tout cas où il nous apprend des choses, il nous fait découvrir des univers. Et donc je vous demande d'applaudir très fort Bernard Werber, qui va me rejoindre maintenant. Voilà, cher Bernard. Voilà. Merci pour lui. Alors, on va s'installer. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. C'est la première fois qu'on fait une conférence ensemble, je crois. Et avant de rentrer dans le vif de sujet, je voudrais donc remercier l'Auditorium de Lyon et toutes les équipes de l'Auditorium qui nous reçoivent ce soir. Donc je voudrais, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse, si vous le permettez. Et également tous les bénévoles du Fond de Citre qui sont là, comme le nom l'indique, bénévolement ce soir pour organiser cette conférence. Donc si vous pouvez également les applaudir, je vous en serai gré. Tout en vous rappelant que donc les bénéfices de cette soirée sont partagés entre l'Auditorium et la Fondation, et ça sert à financer nos actions. Donc, sans plus attendre, on a un tout petit film de 3 minutes qu'on voulait vous montrer pour vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, les actions de notre Fondation. Et voilà, donc si on peut en régie le lancer. Et si vous êtes intéressé pour être bénévole pour la Fondation, on sera évidemment très heureux de vous accueillir, aussi bien pour nos maraudes littéraires qu'on fait 2 fois par semaine avec le SAMU social, ou travailler pour nos projets de boîte à lire. On a tout un tas de projets qui, sur la région ou ailleurs d'ailleurs, pourraient vous intéresser. Si vous ne l'avez jamais fait, en tout cas, c'est une expérience extraordinaire. Voilà. Alors, Depuis l'au-delà, c'est le dernier livre que tu viens de nous faire le plaisir de sortir chez Albin Michel. Avant de rentrer dans le vif de ces derniers romans, tu écris depuis, je ne sais pas si on dirait ton plus jeune âge, mais en tout cas, tu as commencé assez jeune.
Les nouvelles, c'était au début d'une rédaction que j'ai démarré à 8 ans, mais les fourmis, c'est à 16 ans. Et à 16 ans, j'ai fixé cette règle tous les matins, 4h30 d'écriture, parce que j'avais lu une interview de Frédéric Dard dans lequel il disait que pour être bon en écriture, il faut une discipline quotidienne, et cette discipline quotidienne, il faut 4h30 tous les matins. Donc j'ai appliqué cette règle d'ailleurs. Si vous voulez être écrivain, le truc, c'est 4h30 tous les matins. Alors, je précise, ceux qui écrivent la nuit n'écrivent pas les mêmes livres. Et il y a un problème, c'est que quand on écrit la nuit, on finit par avoir les yeux qui fatiguent. Enfin, moi, j'aurais beaucoup de mal à écrire le soir. Et le matin, par contre... Donc, tu écris le matin? Oui, et le secret, c'est un super petit déjeuner. Il faut beaucoup de sucre et la lumière du jour pour écrire. Et j'écris au café. Donc, c'est pas chez toi? Depuis l'âge de 16 ans. Ah non, pas chez moi. Chez moi, c'est l'endroit où je dors, donc ça n'a rien. Pour parler du monde, il faut être dans le monde. Moi, je ne crois pas à l'auteur dans sa tour d'ivoire qui traîne en peignoir et qui écrit. Ça me semble bizarre. Et donc, tu arrives à écrire avec tout le monde autour de toi, ça bouge, ça parle, ça... Tu es dans ta bulle ou t'es... Ouais, par moments, il y a des scènes qui se passent autour de moi qui m'inspirent des scènes en écriture. Le café, on a la chance en France, on a des cafés à tous les coins de rue, à Paris et à Lyon, je pense que c'est le cas. Et donc, quand on débarque dans un café, c'est un petit univers avec des piliers, des gens qu'on trouve tous les jours, et au bout d'un moment, ça devient une sorte de monde de repères dans lequel, à la limite, je fais de l'ethnologie. C'est-à-dire, en même temps, je les écoute, je vois comment ils fonctionnent, et puis ça m'inspire. Et c'est toujours le même café où tu tournes ou J'ai 3 cafés actuellement, mais ça m'est arrivé par moment d'en faire un différent tous les jours. Et ça m'arrive par moment, lorsque je sens vraiment une bonne ambiance, je vais tout le temps au même café. Le critère, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de musique. Alors, le petit avantage d'être un auteur célèbre, c'est que par moment, je peux dire, enfin, pour ceux qui me connaissent, je leur dis, est-ce que vous pouvez baisser la musique ou la couper ? Le problème, peut-être que vous l'avez peut-être pas remarqué, enfin on le remarque plus, il y a des cafés qui sont les boîtes de nuit, c'est-à-dire que dès 9h du matin, vous avez la musique. Le pire actuellement, c'est le soul music, qui porte bien son nom. Et Aretha Franklin, que j'aimais bien à partir de 18h, à 9h du matin, en train d'hurler sur la trompette, j'ai du mal. Donc la sélection du café se fait sur ce critère, ceux qui ne mettent pas de soul music à 9h du matin très très fort. Je ne sais pas qui c'est qui a lancé cette mode, mais sur toute la France maintenant, il y a de la musique tonitruante dans les cafés. Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas grand-chose à se dire. Enfin, le patron, je parle une discrétion, mais le patron du café considère que les gens n'ayant rien à se dire, avec la musique, ça va occuper l'espace sonore. Mais moi, vu que j'aime bien soit écrire en silence, soit discuter avec les gens, il me faut une ambiance tamisée du silence. Alors, c'est marrant la raison. Pour autant, vous nous entendez bien? Oui, c'est bon? Oui. Oui. Je vais vous chanter Aretha Franklin. Voilà. Très bien. Alors, on avait prévu un numéro de claquette avec Bernard, mais on va attendre un petit peu. Alors, si tu écris dans un café, parce que je vois, tu as écouté les musiques suivantes durant l'écriture de ce roman, donc Dead Can Dance. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est les années de mon époque. Oui, on écoutait ça quand on avait 20 ans, c'est ça? Oui, il y a toujours quelqu'un qui dit, tiens, écoute Dead Can Dance, et vu que c'est pas les Beatles, c'est Rolling Stone et Pink Floyd, les gens connaissent pas. Puis, en fait, Dead Can Dance, si vous connaissez pas, c'est... si vous avez aimé le film Gladiator, la chanteuse, c'est la chanteuse de Dead Can Dance, Lisa Gerhardt, qui est la plus belle voix que je pense sur la planète. Même la Calas, c'est pas aussi bien. Lisa Gerhardt, c'est vraiment surprenant. Faites sur YouTube Lisa Gerhardt, vous verrez comment elle chante, elle maîtrise sa voix. Voilà. Et donc elle chantait Dead Can Dance, je parle en tas de discrétion, mais c'est mon métier. Dead Can Dance, c'est les morts peuvent danser, et c'est sur les chants funéraires de l'Antiquité, de tous les pays du monde, transformés en musique rock. Et c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est l'ambiance qu'il y avait dans Depuis l'au-delà. Et donc ça, tu as tes écouteurs ou t'es... non? J'ai des écouteurs. Je mets les musiques pour toutes les scènes où les personnages ne parlent pas. Quand les personnages parlent, j'ai besoin de les écouter. Donc j'ai besoin d'entendre leur petite voix. Je ne peux pas mettre de musique. Et alors là, je vais aller dans les cafés les plus silencieux, dans mon petit groupe de référence. Et dernière question sur le processus, je dirais, artistique. C'est-à-dire que est-ce que tu écris dans un café une fois que tu as ton idée, ou est-ce que les idées naissent aussi quand tu es au café? Le matin, je vais te raconter la matinée, première chose, j'ouvre l'œil,
Le gauche, le droit? Celui-là, le gauche. Je note mon rêve en me disant, pourvu qu'il ne s'échappe pas. Après, j'arrête la machine qui repère les mouvements de ma nuit, pour voir tous les moments où j'ai rêvé. Donc c'est une application, peut-être vous connaissez ça, c'est une application sur le smartphone. Et donc je regarde mes cycles de sommeil et je regarde est-ce que j'ai bien rêvé ou pas rêvé. Normalement, on rêve 5 fois. C'est 5 cycles comme ça, mais c'est dans le 6e sommeil pour ceux qui ont lu. Et donc, je note mon rêve, j'arrête ma machine à repérer mon temps de sommeil. Après, je m'habille très vite, je prends un énorme petit déjeuner, parce qu'il me faut des sucres, il me faut de l'énergie, et je quitte très vite la maison et je fonce au café. Et là, je lis le journal pour voir toutes les conneries qui ont été faites par mes contemporains. Ça m'inspire et je reprends là où je m'étais arrêté la veille. Mais ça peut être dans le plan ou ça peut être dans la trouvaille d'une idée de nouvelle. Mais par exemple, depuis l'au-delà, je l'ai démarré 5 minutes après avoir terminé Demain les chats. C'est-à-dire, dès que je finis, je continue. Pour moi, l'écriture, il n'y a pas... j'ai fini un livre, je vais le digérer pendant une petite semaine en partant en vacances, et puis après, j'en écris un autre. Pour moi, c'est une activité continue. C'est un continuum. Oui. D'accord. Et donc, je m'amuse bien, et je souhaite à tout le monde de trouver un métier dans lequel il s'amuse autant que moi, pour arriver à faire des conférences ici, là, c'est chouette. Très bien. Alors, dans un autre registre, mais c'est lié, donc tu connais le succès littéraire très jeune, hein, puisque Les Fourmis, c'est un livre qui a été écrit à 16 ans, alors qu'il n'a pas été publié et qui s'est vendu à ces volumes-là à 16 ans, mais un peu plus tard. 28 ans. 28 ans, hein, mais 30 millions d'exemplaires. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'accord, mais juste ce que je rappelais aux personnes qui sont là, c'est qu'en France, une très grande vente, c'est 10 000 exemplaires. Et donc, c'est hors catégorie. Comment t'expliques ça? Quand tu discutes avec tes lecteurs, qu'est-ce que tu comprends du lien que tu as créé avec 30 millions de personnes? D'abord, il y a un facteur chance. Il y a 2 facteurs. D'abord, 12 ans à passer toutes ces matinées à écrire le même bouquin. Au bout d'un moment, je vais dire, j'ai exploré plein de manières de raconter la même histoire. En fait, c'est 12 ans à apprendre un artisanat, 12 ans à apprendre à tenir les gens en haleine sur 500 pages. Maintenant, c'est sorti là, en mars 91, et pour ceux qui s'en souviennent, mars 91, c'était la guerre en Irak. Et durant toute la période de la guerre en Irak, peut-être que tu t'en souviens en tant que libraire, les livres ne se vendaient pas. Il n'y avait que les livres qui parlaient de Hussein, c'est Laurent à l'époque, Éric Laurent, je crois, qui a fait un livre. C'était le seul livre qui se vendait. Et mon éditeur m'a dit, si la guerre continue jusqu'à lundi, ton livre, il va être bouffé. C'est-à-dire tout ce travail allait être disparu par la puissance de l'actualité. Et la guerre s'est arrêtée dimanche soir. Et mon livre s'est sorti le mercredi. Voilà, donc merci aux Américains et à Saddam Hussein d'avoir clos cette petite parenthèse pour la reprendre un peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il s'en est fallu de très peu que vous n'en ayez jamais parlé, parce que systématiquement tous les livres qui sont sortis à cette époque sont repartis à la pâte à papier. Et l'autre élément, c'est que je dois une partie de mon décollage à un monsieur qui s'appelle Bernard Rapp. C'est filmé, là, ce que je raconte? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, je ne peux pas tout raconter. Non, mais on peut éditer après. On est entre nous, là. Ouais, je vais vous raconter l'anecdote. En fait, j'ai fait un seul passage télé, en tout et pour Les Fourmis. Et je passe à une émission où on était 5 invités. Et Bernard Rapp me dit, j'ai découvert votre livre parce que c'est ma petite nièce qui m'en a parlé. 2, elle m'en a parlé de manière tellement sympathique, je l'ai lu. J'ai tellement adoré, j'ai lu 2 fois. Alors, vu qu'on était 5 invités, je me dis, si tous les invités lisent le livre 2 fois, c'était un peu surprenant. Mais là-dessus, il y avait parmi les autres invités une personne dont j'avais commencé à écrire le livre en tant que nègre. Et c'était les autres invités. Et c'est celui qui parlait le plus. Et je m'aperçois avec surprise qu'il n'a pas lu son propre livre. Et c'était très troublant. Et je suis passé en dernier. Et il s'avère que
cet individu ayant pris beaucoup, ayant dépassé son temps de parole, on était 5, ça faisait 50 minutes, on avait droit tous à 10 minutes. Mais plus les gens débordaient sur leur temps de parole, plus moi qui passais en dernier, je me suis retrouvé non pas avec 10 minutes, mais je me suis retrouvé avec 5 minutes, je crois. Et à la fin, donc, ce type dont j'avais commencé à écrire une partie du livre, parce qu'en fait, il ne savait pas que c'était moi, parce qu'il avait fait appel à une agence, et l'agence avait fait appel à moi, et donc j'avais travaillé, c'était un essai de science. Il avait dans sa poche un chronomètre, et chaque fois qu'il piquait du temps aux autres, il lançait le chronomètre, et il montre ça à son attaché de presse. C'est un truc complètement dingue, je ne savais pas. Et donc, moi, quand Bernard Rapp arrive à moi, il me dit « Ah, c'est dégueulasse ». C'était pas Donald Trump. Non. Il fait « C'est dégueulasse, vous n'allez pas avoir autant de temps que les autres. En plus, vous passez en dernier. Mais je voudrais dire tout le bien que je pense de votre livre. » Et il lit un passage. Et puis, une fois qu'il a lu le passage, il dit « Bon, alors Bernard Werber, est-ce que vous croyez que un jour, les hommes et les fourmis... » Voilà, Les hommes et les fourmis, pardon ? Mais justement, je n'ai pas entendu. Et je me rappelle qu'à l'école de journalisme, on me disait que c'est pas très poli de demander de répéter. Et on nous dit, dans le doute, dis toujours oui. Donc, si les hommes et les fourmis se font le feu, j'ai répondu, oui. À quoi ça tient, hein? Et la Bernard Rapp dit, non, vous pensez ça vraiment? Et je me dis, ok, ça serait bien que je prenne une petite cuillère et je creuse. Et là, j'ai dit, ouais. En essayant de repasser la bande-son, qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire? Parce qu'en plus, il y avait Alvin Toffler, et donc j'avais une oreillette. Et j'entendais en anglais, ça parlait en anglais. Donc et là, le type dont j'avais... le type qui piquait du temps avec le chronomètre, il dit, je crois que quand Bernard dit oui, en fait, il veut dire non. Et d'ailleurs, dans mon propre livre, je parle de ce sujet, et il me piquait encore du temps. Et Bernard était troublé parce qu'il ne comprenait pas que j'ai dit oui. Je n'ai jamais su ce que c'était cette question. Et puis, il est revenu, il a dit, et puis cette scène, la bataille des tulipes, tellement extraordinaire. Et là, j'étais tout content, je me rappelle, parce que la scène bataille des tulipes, mon éditeur voulait la virer. Et je dis, j'aimerais bien quand même la garder. Voilà. Et donc, c'est là-dessus, le lendemain, le livre était en rupture de stock, parce qu'ils n'avaient pas su. Et donc, le fait qu'il y ait eu une sorte de petite émotion bizarre à 1h du matin, en fin d'émission, et que le livre soit en rupture de stock, ça a permis de créer une rareté. Une sorte de magie de décollage. Et le livre a dû faire 20 000 à la sortie. Il n'a pas fait 30 millions. Mais quand j'ai sorti le Poche, je suis tombé sur un type fabuleux au Poche, haute chance, Max Prieux, qui a dit « J'ai envie que ce livre soit lu par les jeunes ». Et il a fait un effort auprès des classes. Et après, quand j'ai sorti la suite, cet effort a ressenti. Et le deuxième a fait 70 000 et le troisième a fait 100 000. Et chaque fois, en fait, il y avait une sorte le temps que les gens découvrent qu'il y avait quelque chose de nouveau et bizarre sur un sujet nouveau et bizarre. Mais comme support média, comme soutien médiatique, je n'ai eu que l'émission de rap. Donc, il fallait quand même que le bouche à oreille soit très, très puissant pour compenser le manque de curiosité des médias. Alors, ça, c'était pour le lancement, qui est effectivement étonnant. Une fois que le livre a été lancé, tu as eu des conférences, des signatures, voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens étaient attirés par ce livre-là, particulièrement à ce niveau-là? Parce qu'en tant que libraire, encore une fois, c'est un truc comme on voit, je ne sais pas, une fois tous les 50 ans. C'est quelque chose d'invraisemblable. Alors, moi, je suis peut-être mal placé. Il faudrait demander aux lecteurs eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le livre. Ce que je peux dire, c'est qu'au final, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'énigme des allumettes, qui est devenue la petite énigme qui est posée au moment du livre, que j'ai mis dedans en me disant, s'ils ne sont pas intéressés par l'histoire, s'ils ne sont pas intéressés par l'encyclopédie, je leur mets une petite énigme mathématique, comme ça fera un troisième truc. Je ne sais pas ce qui a fonctionné. Il y a un moment, je crois que les gens sont prêts à entendre ce genre d'histoire. Si je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai débarqué dans ce milieu, l'éditeur m'a dit, j'ai posé une question, je lui ai dit, j'ai regardé la liste des meilleures ventes,
Et il n'y avait que des gens qui avaient entre 75 et 90 ans, dont Dormesson, qu'on vient de voir, qui était le champion numéro 1 des ventes. Et je dis, c'est marrant, il n'y a que des auteurs qui ont plus de 75 ans. Et il me dit, ah ouais, mais il n'y a que les vieux qui lisent. Je dis, je ne suis pas vieux, je lis des livres. Il me fait, ah ouais, mais des gens qui arrivent à mettre 7 heures ou 8 heures pour tourner les pages en se concentrant et qui ne regardent pas la télé, qui ne sont pas dans les jeux vidéo, qui ne sont pas sur... Déjà, il y avait Internet et tout, c'est que les vieux. Ah, j'ai dit, ben moi, je crois qu'on peut faire des livres pour les jeunes. Et il me dit, ben essaye, mais je crois que tu n'es pas représentatif de ta génération. Et du coup, ça me semblait un challenge. Mais j'ai rapidement compris que les critiques, c'est des vieux, les auteurs, c'est des vieux, les chefs de collection, c'est des vieux. Je suis rien contre les vieux, moi-même, je deviens vieux. Hein. Mais le système était un système qui a été posé dans les années 50 et qui n'était pas remis en question, tout simplement parce que il se cooptait entre personnes qui aimaient les mêmes livres, que ce soit dans l'édition, que ce soit dans les librairies, je pense, tout le système était tourné vers le livre est un objet pour retraités. Et moi j'ai dit, mais c'est pour tout le monde les livres, c'est pour les jeunes, c'est pour tous les gens qui aiment lire. Ça a l'air évident comme ça, mais ça l'est vraiment pas du tout. Et j'ai compris que le combat pour donner envie aux gens de lire, en fait, c'est pas du tout facile. C'est pour ça que je voyais Alexandre Jardin aussi. On a le même âge et on s'est attaqué un peu au même problème. En tout cas, le système littéraire parisien m'a rapidement fait comprendre que je n'étant parrainé par personne, il ne me soutiendrait pas. Donc j'ai compris, il va falloir que j'aille sur le terrain, je discute avec les gens, que je fasse des conférences et que je communique tout seul. Après, il y a eu ce truc fabuleux de Facebook qui m'a permis de créer mon propre média dans lequel je communique avec les gens en direct. Mais ce chemin-là, en tout cas, était un chemin qui n'était pas du tout tracé. J'ai l'impression que je me suis retrouvé dans la jungle avec une machette en train de creuser mon propre sentier. Et j'espérais donner envie après et aux libraires et aux boîtes d'édition d'aller vers le fantastique. Je dois même préciser une petite chose, c'est qu'au sein même de mon éditeur, en fait, ils étaient que à la recherche de livres pour les concours, pour les prix littéraires, et il y avait peu de gens qui connaissaient mon genre littéraire, on va dire, qui est le fantastique ou le conte philosophique. Ils étaient tous tournés, c'est-à-dire tout le système est tourné vers ça. Et je vais même rajouter un élément. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ne repèrent que les livres. Enfin, les contacts qu'ont eu les gens d'Albin Michel qui ont voulu me vendre aux États-Unis, ils s'apercevaient que pour eux, la littérature française, c'est de l'autobiographie psychologique, point barre. Donc il n'y a pas à avoir d'histoire avec des fourmis, forcément avec des batailles, avec des réflexions philosophiques. Ça, c'est un genre qui pour eux n'a rien à faire, en tout cas en littérature française. Mais aussi, je dois dire, c'est grâce à ça que j'étais visible. C'est parce qu'il y a un désert qui a été créé autour du fantastique en France que, vu que je suis arrivé à émerger un peu, je devenais très visible. Ce que tu dis, ça me semble extrêmement important parce qu'en tant que libraire, pour vous donner un ordre de grandeur, nous on vend à peu près 5 millions de livres par an dans nos 10 librairies, plus Internet, plus tout ça. Pour autant, quand on discute avec les gens qui viennent dans des librairies, on se rend compte qu'il y a à peu près 50% des Français qui lisent, 50% des Français qui ne lisent pas. Et souvent, les gens qui lisent, ou la quasi-totalité des gens avec lesquels je discute, se souviennent toujours du livre qui leur a fait vraiment découvrir la lecture. Pas uniquement le livre qu'on leur a demandé de lire à l'école, mais le livre qui vraiment les a mis à la lecture. J'ai pas mal de gens qui ont cité Les Fourmis, mais il y a peu de livres, quelque part, qui ont fait passer de l'autre côté du miroir. Je sais que mon fils aîné, c'était Harry Potter, il était tout petit. Exactement. Mais c'est ce même type de livre et qui a fait des générations de lecteurs. Et derrière... C'était La Guerre des boutons. Bon, La Guerre des boutons. Louis Pergaud, c'est ça? Oui. Alors je ne me souviens plus de... Je crois que c'est Louis Pergaud parce qu'il a fait que ça. Mais La Guerre des boutons, je me suis dit, je vais arriver à terminer mon premier livre sans images. Oui. Je vais y arriver, je vais tourner. Non mais c'est important. Et ça fait une émotion. Ça fait une émotion et ça crée aussi... des nouvelles générations de lecteurs qui, après, lisent tout un tas d'autres choses. Maintenant, mon fils est dans la philosophie, il y en a d'autres qui font autre chose, et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'il y a effectivement une espèce de... Il faut les mettre le pied à l'étrier. Il faut les mettre le pied à l'étrier. Exactement, tout à fait. Alors, bon, bravo pour ça. D'abord pour les fourmis, 30 millions. Mais il faut que je rajoute quand même quelque chose. C'est que
aucun être humain n'est une île, aucun être humain ne peut réussir seul. À un moment, il y a quand même eu un éditeur. Et j'ai 3 lettres de refus d'Albin Michel, parce que quand on envoie un livre, on ne sait pas sur qui on tombe. Et il y en a un, tout d'un coup, c'était compliqué, qui s'est dit on y va avec Werber. Et au moment où il s'est dit ça, c'était contre l'avis des autres chez Albin Michel. Donc vraiment, quand je dis coup de chance, il fallait que je rencontre une personne qui croit en moi. Comment s'appelle-t-il? Alors en fait, c'est une personne et demie. Le premier, c'est qui a détecté. Voilà, vu que c'est filmé, il faut quand même que je mette les points sur les i. Première chose, j'avais écrit un article dans l'événement du jeudi qui s'appelait Un seul cerveau pour toutes les fourmis du monde. Et le patron d'Albin Michel, là je vais vous raconter l'histoire dans le détail, le patron d'Albin Michel, qui s'appelle Francis Esménard, m'envoie une lettre en courrier personnel écrite de sa main, dans lequel il me dit « Votre histoire sur un seul cerveau pour toutes les fourmis du monde me donne envie d'en lire plus. Est-ce que ça vous dirait d'en faire un livre ?» Ce à quoi il me donne rendez-vous avec un de ses chefs de collection. Et je rencontre le chef de collection, je lui dis « Écoutez, ça me fait très plaisir, d'autant plus que j'ai déjà écrit le livre, il fait 1500 pages, et vous l'avez déjà refusé 3 fois. » Donc, le fait que le patron s'intéresse à mon travail, ça tombe bien. Il fait « Ah non, non, mais ce qu'il veut, c'est votre article, Un seul cerveau pour toutes les fourmis du monde, développé. » Je fais « Oui, mais moi, c'est un roman. » Elle fait « Ouais, mais c'est pas ça qu'il veut. Lui, il veut le truc développé. » Ah ouais, mais moi, je veux que le roman... Elle me dit « Dans ce cas, ça ne nous intéresse pas, le Morcrette. » Et je fais « Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sortir ce roman sur les fourmis. » Elle me dit « Dans ce cas, vous repassez par la case départ, à savoir premier manuscrit. » Et je l'envoie au premier manuscrit, où je reçois, quelques semaines plus tard, une belle lettre de refus normal. Votre livre que tu as encadré, j'espère. Ne nous intéresse pas, allez vous faire foutre, on vous la souhaite longue et joyeuse. Non, c'est pas dit comme ça. Votre livre ne correspond malheureusement à aucune de nos collections. Nous vous souhaitons de trouver auprès d'autres éditeurs plus de chance. Enfin. Et ouais, je pars de loin. Bon, je le raconte comme ça sera raconté une fois pour toutes. Il faut qu'on parle du livre. Ben oui. Bon, je la fais très très vite. À côté de ça, avec Frédéric Salman, qui écrit j'avais écrit pour lui une sorte de petit essai qu'on a coécrit, qui est en gros comment bien manger. Et on le présente, c'était au Seuil, puis le Seuil, finalement, on ne peut pas le développer, donc on va le présenter chez Albin Michel. Et chez Albin Michel, donc l'essai de médecine. Et chez Albin Michel, la femme me prend à part, elle me dit « Vous n'auriez pas autre chose à me présenter à part ce livre de... » Je fais « Bah si, mais ça fait plusieurs fois que j'ai été refusé chez vous, je veux pas... » Elle me dit « Montrez-le-moi quand même. » Et puis je lui montre le manuscrit, et puis elle me dit « Vous l'avez déjà présenté à notre éditeur ?» Je dis « Oui, il y a actuellement un autre éditeur, c'est Orban, qui était intéressé. » Elle me dit « Bon, ils vous ont fait une proposition ?» Je dis « Non. » Elle fait, « Moi, je vous fais une proposition, je propose 5000 francs pour le livre. » Puis j'appelle l'autre éditeur, et l'autre éditeur qui m'a dit « On est intéressé, mais qui ne me proposait rien. » Elle dit « Ah bon, s'il propose 5000, nous on propose 6000. » Francs. Ouais, sans l'avoir, 6000 francs, ouais, sans l'avoir lu. Et donc en fait, c'est arrivé à quelque chose comme Albin proposait 50 000 francs et Orban proposait 45 000, mais je voulais rester fidèle à Orban qui avait été les premiers. Donc je dis ok, je préfère travailler chez Orban. Et là, j'ai demandé, pour dire non, c'est une amie qui m'a dit ça, une somme de 100 000 francs, Albin, qu'ils ont refusé. Et j'ai dit donc c'est parfait, je ne publie pas chez Albin, je publie chez Orban. Et chez Orban, au moment de la signature du contrat, ils m'ont dit, 1, qu'ils ne l'ont pas lu, 2, qu'en fait, je ne signe pas le contrat trop vite parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Donc je suis resté comme ça avec le contrat signé, mais sans le renvoyer. J'ai raconté à personne cette histoire. Et finalement, mon copain, un de mes copains, Hervé de Singe, qui travaillait à l'Écho des Savanes, me dit, l'Écho des Savanes appartenant à Albin Michel, c'est vraiment la cuisine, hein, après on parle de mon livre, me dit, écoute, hier, le patron Esménard a piqué une crise parce qu'il était persuadé que le livre continuait à vivre chez Albin. Ils ont appris que le livre nous avait échappé. Et il veut te rencontrer. Et au moment où je vais pour rencontrer Esménard, en fait, je rencontre le numéro 2 de la maison, qui était Richard Ducousset. Et Richard Ducousset me dit, je ne sais pas si vous avez signé chez Orban, mais moi, je vais vous parler de votre livre pendant 1 heure, parce que ça m'a fait vraiment quelque chose de lire un truc comme ça. Et pendant 1 heure, il m'a parlé de livre, et après, il m'a dit, on veut y aller.
Et donc c'est Richard Ducousset et Francis Esménard qui ont lancé la manœuvre, et je vous dis, contre tout leur propre système et contre tous les avis généraux. Voilà. Donc c'est difficile à reproduire comme situation. C'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance. Et je leur suis reconnaissant, et je n'ai jamais changé de boutique. Parce qu'à l'époque, j'étais au chômage en fin de droit, ayant quitté le Nouvel Observateur. Et donc, je commençais à ne plus avoir aucune source de revenus. Et c'est vraiment arrivé au bon moment. Et comme quoi, la vie est incroyable. Oui. Alors, mais en tout cas, avoir un bon manuscrit, c'est vraiment 10% de l'aventure. Hein, c'est la base. Mais une fois que vous avez le bon manuscrit, après, il faut réagir bien par rapport à des tas d'événements. Et puis, il faut avoir une dimension de chance. Alors, on se rapproche de ton livre, Depuis l'au-delà. Il y a quand même un personnage souvent dans tes livres qui apparaît, qui est Edmond Wells, hein, qui est un personnage fictif, qui a écrit l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors, comment t'es venue l'idée de ce personnage? Comment c'est sorti? C'est dans un café ou pas? Et puis après, je te donnerai un des exemples de savoir relatif et absolu. Alors, au moment où d'abord, je vais t'expliquer comment ça m'est venu. J'ai des discussions trop longues. À 13 ans, je rencontre un garçon qui me dit qu'il met dans un cahier tout ce qu'il découvre d'extraordinaire. 2, je trouve l'idée géniale. Je fais un cahier dans lequel tout ce que je découvre de formidable que j'ai peur d'oublier, je le mets dedans. J'appelle ça l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, parce que j'ai compris que dans le monde, soit les choses sont relatives, soit elles sont absolues, et que c'est les 2 seuls choix qui existent. 3, au moment où je fais les fourmis, je m'aperçois que ce livre n'intéresse personne dans mon petit entourage. Et je me dis, ça serait peut-être sympa si je rajoutais des petits trucs de l'encyclopédie pour rendre ça plus sympa. Et je mets l'encyclopédie et je m'aperçois que les gens le lisent plus facilement. Un peu comme si je mettais des petits bonbons dans mon gâteau pour donner envie qu'il ait plus de goût. Et Edmond Wells m'est venu d'admiration pour un auteur qui s'appelle H.G. Wells, suite à la lecture d'une nouvelle qui m'a laissé sur le cul, qui s'appelle Le Pays des Aveugles. C'est pas la machine à remonter le temps. Non. Mais Le Pays des Aveugles est une petite nouvelle. Bon, tant pis, je vous fais la petite digression. Après, j'espère qu'on y a. Cette nouvelle, je suis resté complètement fasciné par cette nouvelle. C'est une nouvelle d'un homme qui arrive dans un pays au Pérou, dans une montagne. Et dans ce pays, les gens sont vécus isolés, coupés du monde. Et ils ont développé une maladie qui a fait que ça leur a attaqué les yeux, qui sont tous aveugles. Et lui est bon voyant. Et selon le principe, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Lui, il dit, je suis votre roi, puisque moi j'y vois et que vous n'y voyez pas. Et les gens lui disent, on ne voit pas l'intérêt d'y voir. Donc c'est censé se passer dans les années 1900. On ne voit pas l'intérêt d'y voir, mais on veut bien écouter tes arguments pour nous expliquer l'intérêt d'avoir des yeux. Et il donne des arguments, puis il conclut en disant, de toute façon, vu que j'y vois, je peux tous vous casser la gueule. Et il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, on va vérifier ça. Battons-nous. Et il se bat, il s'aperçoit que la personne, juste avec le son, parce qu'ils ont développé une capacité du son plus développée, il se bat mieux, et puis vu que la nuit tombe, finalement ça se passe dans le noir, et il se fait complètement péter la gueule par l'autre. Il fait, là c'est un mauvais cas, laissez-moi encore une chance. Et au fur et à mesure qu'il cherche des arguments pour prouver qu'avoir des yeux, c'est mieux qu'être aveugle, il s'aperçoit qu'il n'en a pas tant que ça, et en même temps il tombe amoureux de la plus jolie, mais qui n'est pas, avec lequel personne ne veut aller, parce qu'elle n'a pas une jolie voix, et que le critère de beauté pour une femme, c'est la voix, c'est pas évidemment le physique. Et la famille lui dit, on veut bien te laisser épouser notre fille, mais à une condition, c'est que tu arrêtes avec tes délires d'ivoire, et tu te crèves les yeux. Si tu te crèves les yeux, à ce moment-là, tu pourras entrer dans notre tribu et vivre avec nous. Et je me rappelle, ça se termine par ce dilemme où il se dit quand même, ils sont sympas, c'est la plus jolie fille, je serai heureux avec eux, tout va bien. Bon, il y a juste cette petite formalité qui consiste à se crever les yeux. Est-ce que j'y vais pas, parce que les couchers de soleil, c'est quand même sympa. Et de voir, cette nouvelle doit faire 20 pages, la puissance de l'idée, de se dire comment je vais vous prouver que le truc qui est le plus important pour vous, les yeux, après tout, ça peut être secondaire. Je me suis dit, voilà exactement la puissance que je veux avoir dans mes livres. Et donc, quand j'ai mis Edmond Wells, c'était pour me fixer, je veux ce niveau qu'a atteint H.G. Wells dans Le Pays des Aveugles, comment arriver à renverser complètement le point de vue des gens juste avec une histoire. Voilà. Mais j'avais jamais, pareil, ça, j'avais jamais raconté. Mais vous savez, vous disiez par moment, une histoire peut changer la vie, donner envie aux gens de lire. Moi, cette histoire-là rentrait en vibration
par rapport à des tas de questions que je me posais qui étaient, non pas est-ce que la vue est essentielle, mais est-ce qu'on peut faire changer complètement un point de vue à quelqu'un alors que la personne est dans une certitude que c'est comme ça le monde. Est-ce qu'on peut lui faire montrer le monde peut être autrement? C'est juste un point de vue. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Alors, j'avais plein d'anecdotes sur Wells, mais en l'occurrence, on n'aura pas le temps de toutes les voir. Il y en a quand même une qui fait d'ailleurs partie des personnages de ton roman, c'est Eddie Lamar, oui. Qui pour le coup a vraiment existé, qui était, si vous tapez Eddie Lamar, pour ceux qui ont lu le livre sur Google, une femme effectivement d'une beauté invraisemblable. La première à montrer ses seins au cinéma, en 1920, ça doit être après-guerre. Et qui aussi est une inventeuse incroyable, puisqu'elle a participé à des inventions autour de ce qui est devenu le GPS, la technologie Bluetooth, et ainsi de suite. Donc, comment t'es tombé sur comment dire, sur Eddie Lamar? Tu l'avais peut-être vu dans un film, mais comment t'en es arrivé à comprendre qu'elle avait un peu cette dualité? Alors, en l'an 2000, en fait elle a découvert la technique de guidage des torpilles qui permet de faire le GPS. Donc, c'est le guidage hertzien. Mais vu que c'était pour l'armée et que c'était secret défense, sa découverte a été révélée en l'an 2000. Donc moi j'ai juste vu passer une petite dépêche, l'armée signale que Eddie Lamar a découvert le système de guidage des torpilles qui est actuellement utilisé pour le GPS. Et Eddie Lamar est mort dans la misère, kleptomane, après avoir été une femme extraordinaire. Et donc la plus belle, elle a couché avec tous les Orson Welles, avec tous les grands d'Hollywood. Et je me suis dit, c'est quand même un personnage étonnant. En plus, elle a quitté l'Allemagne. Elle était d'une famille juive. Elle était autrichienne, hein, c'est ça? Oui, elle a été une famille juive. Elle a épousé un nazi qui l'a enfermée. Elle s'est enfuie. Elle est partie dans un bateau. Dans le bateau, elle était avec un grand producteur. Il l'a convaincu de la prendre pour tourner des films. Et finalement, elle a connu une gloire hollywoodienne extraordinaire avant de tomber dans la déchéance après. Sur plusieurs films. Donc c'est un personnage idéal, et le fait qu'elle soit en même temps et la plus belle femme de son époque et celle qui aurait dû avoir un prix Nobel pour sa découverte mais qui l'a pas eu, c'était comme une injustice à rattraper. Donc tu as rendu justice. Alors ton roman commence de manière frappante, tu dis « Qui m'a tué ?» Donc ça c'est le début du roman, et on se rend compte effectivement assez rapidement que c'est un auteur à succès qui se rend compte assez rapidement, grâce à une médium, qu'en fait il est mort. Et donc le roman démarre. Alors, on va évidemment pas raconter. Qui a déjà lu le livre? Levez le bras, juste que on voit. Bon, donc il y a quoi, à peu près une moitié. Donc on va sûrement pas raconter l'intrigue et évidemment la fin, mais en tout cas, ça peut pas être à la fin il meurt, vu que c'est au début. Voilà, donc on n'a pas besoin d'attendre la fin pour savoir qu'il est mort. Il est mort. Alors, dans le temps qui nous reste, on a évidemment trop de sujets à couvrir, mais tu fais référence à une médium, Monique Parent-Bacan, c'est ça, hein? Elle vivait à Lyon. Comment? Elle vivait à Lyon. Elle vivait à Lyon. Oui, d'ailleurs, je me demandais si j'allais voir. En général, je vois toujours quelques-uns de ces clients. Personne ne la connaît, Monique Parent-Bacan? Si. D'accord. Ah, donc elle est morte? Oui, elle est morte. Mais elle fait partie des médiums qui t'ont un peu ouvert sur ces sujets-là et qui peut-être t'ont donné des idées pour ce roman. Moi, j'aime les jolies histoires. Je ne me pose pas la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Monique m'a raconté des histoires extraordinaires. Du coup, je l'ai écoutée. Et j'ai remarqué, c'est pour ça que ça m'a l'air presque la fonction même du romancier, c'est raconter des histoires. Monique m'a raconté une histoire qui non seulement m'a rendu heureux alors qu'à un moment où j'étais un peu déprimé, mais en plus m'a ouvert une perspective, à savoir elle m'a raconté toutes mes vies antérieures. J'ai dit attendez, je peux prendre des notes, c'était fabuleux. C'était une matière première extraordinaire, j'étais déjà écrivain. Je venais de faire, en fait j'avais fait les fourmis, le jour des fourmis, je venais, je crois, de sortir les Thanatonautes qui était un échec complet commercial. Et qui est un livre génial pour ceux qui n'ont pas. Qui n'a pas lu les Thanatonautes? Ah, il reste encore quelques. Bon, ça veut dire que les autres l'ont lu. Si vous connaissez un bon libraire, on doit pouvoir retrouver ça. Qui l'a lu? Je préfère voir les bras. Moi, j'ai lu, j'ai adoré, c'est extraordinaire. Un super bouquin. Donc,
vu que tu avais été un échec, je me disais, je vais peut-être arrêter, j'ai eu ma période de gloire et c'est fini. Et je rencontre Monique qui me raconte toutes mes vies antérieures. Et je lui dis, il y a deux cas. Soit vous racontez à tout le monde les mêmes histoires, soit vous les inventez en direct pour moi. Et dans ce cas, je dois dire, en tant qu'écrivain, je vois le travail qui a créé un début, un milieu, une fin de toutes mes vies antérieures. Elle m'a raconté une dizaine. Mais pour me raconter, pour chaque vie, il y avait une intrigue. Donc c'est comme si elle fabriquait un roman devant moi. Et je me suis dit, il y a une performance de conteuse extraordinaire. Et Monique était un être généreux, gentil, et qui avait une réponse à toutes les questions. C'est quand même fabuleux que vous tombez sur un être humain qui peut vous répondre à tout ce que vous posez comme question sur pourquoi l'univers existe, pourquoi il y a des gens, pourquoi il y a des morts. Donc on est rentré dans des grandes conversations, et c'était plus un rapport d'ami qu'un rapport de client à médium. Et surtout, il y a un moment où je lui ai posé la question, et c'est quoi ta vie? Parce que la plupart des gens qui vont voir les médiums ne se demandent pas c'est qui cette personne. Moi, j'ai vu Monique, et elle m'a raconté son histoire comme quoi. Je raconte dans le roman pour ceux qui l'ont déjà lu, mais bon, pour les autres, je fais découvrir. Donc c'est une vraie histoire qu'elle m'a racontée. Elle avait comme fiancé un type qui était un gangster lyonnais. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle est tombée sur l'unique. Et à un moment, il y avait les gangs de Lyonnais, je crois. Et le type était un faux monnayeur en pièces d'or. Et il a caché chez elle donc dans mon bouquin, j'ai mis la cocaïne parce que les gens, c'est pas crédible, le faux monnayeur. Il avait caché dans une valise des pièces d'or. Et au moment où il a été arrêté, il l'a dénoncé en disant que c'était elle la chef. Donc elle a fait de la prison et pas lui. Et elle était amoureuse de lui, et tout le temps, c'est ce qu'elle me racontait. Et tout le temps où elle était en prison, elle essayait de le téléphoner, et elle ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas la voir. Je crois qu'elle n'était pas tombée sur le bon. Hein. Et c'est en prison, dans des conditions assez difficiles, qu'elle a fini par découvrir qu'avec le tarot, elle arrivait à se faire des copines, puis qu'avec le tarot, elle arrivait à se faire copine aussi avec les gardiennes, voire avec la directrice, et qu'en fait, en tirant le tarot, en fait, elle faisait copine avec tout le monde. Et quand elle est sortie de prison, elle a continué à faire le tarot, puis elle s'est aperçue que le tarot servait à rien, qu'elle arrivait directement à se mettre en contact avec les anges et tout ça, puis avec les morts, puis avec tout le monde, puis en fait, elle était une surdouée de la médiumnité. Et puis là, elle a commencé à pratiquer et à créer un cercle d'amis. Donc il y a 3 personnes qui font partie. Et elle faisait des tournées en France où elle rencontrait les gens. Et quand on la voit, c'est la personne, on ne pense pas du tout qu'elle pourrait être médium. Elle était un peu grosse, elle avait un petit visage poupin, et elle n'était pas habillée en sorcière, elle était habillée comme une dame de la campagne. Et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais lu de livre, elle me disait qu'elle était bande dessinée. C'est Monique. Et au fur et à mesure qu'elle rentrait en médiumnité, elle grossissait, et je crois que ça a fini par la tuer, quoi. Mais, alors, dans ton livre, donc l'auteur découvre qu'il est mort grâce à... Alors, elle s'appelle Lucie dans le roman, donc il demande à Lucie de l'aider à résoudre l'énigme pour savoir qui l'a tué, et inversement, effectivement, il y a une double enquête, lui propose de l'aider effectivement à trouver, à l'aider à retrouver son amour dont tu as parlé, qui est ce lien. Alors, dans ce roman, il y a plusieurs thèmes. Alors, tu abordes l'intelligence artificielle. Hein. Alors, on a une époque où le romancier artificiel. Oui. L'intelligence artificielle appliquée au roman, parce qu'on va y arriver de toute façon. Alors, l'analyse que j'en fais, mais je parle sous ton contrôle, c'est on sait maintenant qu'un ordinateur peut battre un grand joueur d'échecs ou de Go. Donc, il y a des règles, il y a des historiques. La question que tu poses dans ton roman, telle que je la comprends, c'est une chose de battre un jeu où il y a des règles très claires. La question, c'est est-ce que tu peux recréer ou créer une œuvre artistique, puisque dans ton roman, la question se pose, est-ce que, suite à la mort de Wells, un ordinateur peut écrire le nouveau roman, puisque le roman était inachevé. Donc c'est un petit peu l'analyse que tu proposes dans ce livre. L'analyse, non. Moi, ce que je dis, c'est que oui, un ordinateur pourra écrire une histoire. Maintenant, l'élément... Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait mon originalité? Et qu'est-ce qui ferait qu'un ordinateur ne peut pas écrire un bouquin de Bernard Werber? Voilà, c'est la question qu'on pourrait... Et c'est que...
il y a une dimension de folie et de souffrance qui fait l'être humain et qui fait l'écriture. Souffrance, c'est simple, j'étais inadapté au système scolaire, au système tout court, et j'ai vécu toute ma jeunesse comme, zut, on fait essayer de rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire on essaie de faire entrer mon esprit dans l'esprit du système scolaire, dans lequel ça se passait pas bien. Donc il faudrait, si on voulait reproduire des bouquins avec ma pensée, prendre un logiciel qui se retrouve lui-même en conflit avec d'autres logiciels et qui souffre comme, qui est une rébellion comme j'en avais une. L'autre élément de rébellion qui a été au moment où j'étais journaliste à l'Obs, où j'ai découvert un journal rempli d'incompétents et où je me suis dit, zut, comment ça se fait que ce truc tourne avec des gens qui foutent rien et qui racontent des conneries. À l'époque, je pense que ça a dû changer depuis. Vous croyez? Enfin, il y avait une situation de stress au Nouvel Obs parce que on était 120 journalistes et il y en avait 80 qui avaient des titres de chef et 40 qui travaillaient. Donc les 80 qui avaient des titres de chef, faisant du zèle pour légitimer leur salaire qui était évidemment beaucoup plus important que ceux qui travaillaient, faisaient chier le petit groupe de bosseurs. Et ce stress, qui est en gros le stress du travail, m'a énormément inspiré, c'est-à-dire ça m'a rendu révolté, rebelle, avec une envie de dénoncer un système que je pense qui est répandu, peut-être certains parmi vous dans vos travaux respectifs, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire la loi de Peter, c'est-à-dire les gens arrivent à leur niveau d'incompétence, et là ils gouvernent et ils expliquent aux autres comment il faut faire, alors qu'ils sont complètement incompétents. J'avais des chefs qui ne savaient pas écrire, mais qui nous coupaient nos articles, ou qui mettaient un titre à la con qui contredisait l'article. Au bout d'un moment, vous dites, bon, c'est une erreur, c'est pas de chance. Mais après, vous comprenez que c'est un système qui est fait pour ne pas informer les gens et pour qu'il y ait un maximum de déperdition d'énergie au lieu de motiver les troupes et de leur donner des sujets. Donc, il faudrait mettre le logiciel dans les mêmes conditions que j'ai été, un, avec l'école où ça se passait pas bien, et deux, avec l'entreprise où ça se passait pas bien. À ce moment-là, on aurait une sorte de logiciel bien névrosé, qui aurait une envie de révolte et qui écrirait comme j'écris. Donc en gros, il faudrait inventer des formes de folie ou de névrose pour arriver à avoir de la littérature intéressante. Alors, le thème de la mort, c'est pas un thème qui arrive pour la première fois dans tes romans, puisque avec les Thanatonautes, il y a d'autres livres qui en parlent. Mais c'est vrai que là, le fait de mettre en scène quelqu'un qui est mort, finalement, tu nous fais réfléchir sur est-ce que vraiment c'est préférable d'être mort ou d'être vivant. Donc je te cite là, voilà. Alors tu dis, quand on est mort, avantage, plus de souffrance physique, plus de maladie, plus de fatigue, plus de besoin de manger, plus besoin de dormir. Donc tu fais la liste, plus de vieillissement, plus peur de mourir, possibilité de voler, possibilité de traverser la matière, possibilité d'aller voir et entendre tout ce que l'on veut. Voilà. Donc tu fais la liste de toutes les choses finalement qui sont sympas. Positive quand on est mort, sachant qu'il y a un certain nombre de gens qui sont terrifiés à l'idée de la mort. On dit, écoutez, finalement, c'est pas si mal que ça, puisque vous avez le droit à tout ça. Il y a des gens qui souhaitent mourir et qui n'y arrivent pas. Moi, c'est mon grand-père, il voulait mourir. On a fait l'acharnement thérapeutique sur lui, il suppliait qu'on le laisse mourir. Et au nom de la modernité et tout ça, on ne l'a pas laissé. Et puis finalement, il a trouvé la force pour arracher les sangles et pour arriver à se tuer, ce que je raconte aussi dans le livre. Il y a cette idée que la mort, c'est mal et la vie, c'est... Enfin, la vie, c'est bien, mais la naissance, c'est bien. Quand on est malade et quand on est on est dans un corps qui n'est qu'une douleur, je pense que la mort peut être une libération. Mais naître... c'est pas dit que ça soit si génial que ça. D'abord, vous ne savez pas sur quels parents vous allez tomber. Il y en a qui tombent sur des mauvais parents. Si vous tombez sur des parents qui veulent à tout prix vous mettre des mensonges qui veulent vous fanatiser ou vous manipuler, ou alors des parents qui ne vous comprennent pas, qui veulent vous forcer à faire quelque chose qui est contraire à votre nature, sans parler que même en tombant sur des bons parents, on a du mal à se faire comprendre entre 0 et 2 ans ou 3 ans. Moi, je me rappelle la frustration quand j'étais petit, de marcher à 4 pattes. Je voyais ma sœur qui arrivait à ouvrir les portes. Et je me disais, zut, pourquoi j'y arrive pas? Qui doit être la même frustration qui doit agacer les chiens et les chats quand ils voient les humains qui ouvrent et qui ouvrent et ferment les espaces.
Mais ma petite enfance, j'étais pressé de pouvoir comprendre ce que racontaient les adultes, m'exprimer et me tenir debout. Et l'attente à avoir pour ça me semblait très long. Donc la jeunesse peut être, enfin, l'enfance peut être pénible et la mort peut être une libération. C'est juste où on place la caméra. Et en tant que romancier, ça me semblait intéressant de le présenter aussi comme ça. Et est-ce que c'est aussi cette expérience avec une médium qui, quelque part, t'a amené à entrer en contact avec des vies antérieures ou discuter avec des gens qui ont des croyances comme les Tibétains sur la réincarnation? Enfin, est-ce que l'idée de ce roman, au-delà de l'intrigue, c'est de nous questionner ou nous faire réfléchir sur cette expérience? Déjà, je crois que tout être humain un peu branché des neurones doit se poser la question comment tout ça va terminer pour lui. De la même manière, quand vous lisez un roman, vous demandez comment le roman va terminer. L'humain qui ne s'est pas dit comment je vais mourir, il a raté une bonne question à se poser. Donc, le problème de la mort, c'est qu'on a dit c'est affreux ou ça fait peur. Donc les gens, ils arrivent et quelques secondes avant de mourir, ils vont être avec cette éducation. Ce qui va m'arriver maintenant est terrible. Moi, je trouve plus sympa, et c'est pour ça que j'ai écrit l'état athénote, de dire ça se peut que ça soit terrible, mais ça se peut aussi que ça soit une expérience d'éveil ou une ouverture sur notre dimension ou la compréhension de choses que vous n'avez pas compris. Donc, c'est une manière de se décontracter par rapport à ça. Et quand j'ai écrit l'état athénote, je me suis moi-même convaincu que mourir, c'était pas grave. Et l'idée, il fallait que je me convainque moi-même pour arriver à convaincre les autres. Et c'est en lisant le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, que je me suis dit, visiblement, ces gens-là ont l'air à l'aise avec toutes ces informations. Je vais essayer de transmettre cette décontraction qu'ils m'apportent, qui est mourir, c'est peut-être découvrir un nouveau continent dans lequel on comprend des choses qu'on ne comprenait pas quand on était vivant. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, c'est peut-être ça. Vous ne le saurez qu'en mourant. Et toute personne qui prétend dire il n'y a rien, ou toute personne qui dit il y a un tunnel avec de la lumière et la réincarnation, ce ne sont des gens qui émettent des hypothèses. Il n'y a qu'au moment de mourir que vous le saurez. Donc, vu que tout le monde émet des hypothèses, moi j'aimais la mienne, c'est l'état athénote. Maintenant, dans l'état athénote, je disais qu'il y a 10% qui sont amérantes et 90% qui sont réincarnation. Et une autre médium que j'ai rencontrée, Patricia Daré, m'a dit c'est le contraire, c'est 90% qui restent là et 10% qui se réincarnent. La plupart veulent savoir qu'est-ce qui va arriver à leurs dépouilles, à leurs descendants, ou sont liés par l'amour, ou sont liés par la curiosité. Bref, ils ne veulent pas renoncer à la mémoire de leur vie précédente. Donc c'est ça qui m'a donné un peu l'envie à travers Depuis l'au-delà, de vous faire poser la même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des amérantes? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler avec les morts? Pourquoi les morts restent là? Est-ce que vous-même, quand vous aurez le choix, vous réincarnez et donc oubliez votre vie précédente, mais redémarrez dans un corps neuf, ou restez là, mais vous mangez pas, vous faites pas l'amour, vous dormez pas, vous n'êtes pas malade, mais enfin vous traînez, quoi, vous ennuyez au bout d'un moment. Quel choix vous ferez? Je trouve que c'est une question philosophique peu souvent posée et qui mérite de l'être. Et à t'écouter, en lisant notamment ce dernier livre, moi j'ai aussi l'impression qu'au-delà de l'intrigue du roman, c'est comme si tu avais envie de partager avec ton lectorat un savoir sur lequel tu as travaillé ou sur lequel tu as fait des recherches, mais de le présenter de manière, je ne sais pas si je dirais ludique, mais en tout cas assez facile d'approche, hein, oui, agréable. Parce que la plupart des gens, tu parles de la salamandre axolotl, du râteau, la plupart des gens ne font pas l'effort de faire ces recherches-là. Il semblerait que toi, tu le fasses. Mais c'est une manière de dire, les gars, vous savez qu'il y a des animaux, les tortues, qui vivent plusieurs centaines d'années. Il y a une salamandre, vous les coupez la jambe gauche, ça repousse. Il y a un rat et il n'a jamais le cancer. Donc tout ça, ça existe. Mais tu as raison, c'est-à-dire je suis là pour mâcher un peu le travail. Comment les gens ont accès aux connaissances? Comment vous avez accès à la spiritualité? En lisant des livres, dans des conférences, en regardant des films. Mais souvent, dans les conférences de spiritualité, par exemple, la personne veut vous dire qu'elle a trouvé la vérité. Je pense notamment à ceux qui vous disent « je parle aux morts » ou « je me suis réincarné ». C'est leur histoire. Peut-être que c'est vrai.
Mais en tout cas, on ne peut pas imposer une vérité à qui que ce soit. Moi, ce que je mets dans Depuis l'au-delà, c'est une hypothèse qui rentre en résonance par rapport à vos convictions intimes ou pas, et en fonction de ça, vous en profitez ou pas. Mais il y a écrit roman dessus, il n'y a pas écrit essai, parce que je pense que personne ne sait ce qu'il y a après la mort, personne n'est sûr de parler aux morts, personne n'est sûr qu'il y a des fantômes. C'est des intuitions. D'ailleurs, je vais rajouter un cap, personne n'est sûr qu'il y a Dieu, et personne n'est sûr qu'il n'y a pas Dieu. On n'en sait rien. C'est que des gens qui ont des intuitions, par moments, ils ont l'impression que ça a l'air ça. Alors quand il y a des gens qui sont capables d'aller tuer l'autre, parce qu'ils sont certains que ça plaît à Dieu, ça me semble du niveau de la débilité totale. Ils n'en savent rien. Même le type, parce qu'il est prêtre, il n'est pas allé discuter avec Dieu. Même les prophètes, ils ne sont pas allés, il n'y a pas de preuve. C'est des intuitions. Et une intuition peut être communiquée. Donc moi, je vous transmets mon intuition. Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut qu'on puisse communiquer avec les morts. Ça se peut qu'il y ait la réincarnation. Et ça se peut que non. Et ça se peut qu'il y ait Dieu. Et ça se peut que non. Mais il faut accepter cette dualité, cette possibilité de deux chemins. J'ai dit un peu comme Charles Schrödinger. Vous savez, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Ça se peut qu'il soit l'un et l'autre. Mais en tout cas, tous les gens qui veulent vous dire c'est comme ça et pas autrement sont des gens dangereux. Même en spiritualité. On est tous suffisamment grands pour trouver en nous-mêmes des réponses. Et ce que j'ai envie de dire, c'est trouver votre spiritualité qui est unique, qui ne ressemble à aucune autre, avec vos réponses qui sont uniques, qui ne ressemblent à aucune autre, et n'attendez de personnes, gourous, prêtres, grands philosophes, qu'ils vous donnent des réponses. C'est ça la fainéantise. Moi, je dois juste vous donner la curiosité de faire ce petit effort, mais ce petit effort, c'est vous-même trouver votre spiritualité qui est du sur-mesure pour vous, et rien que pour vous. Pas pour vos enfants, pas pour vos parents, pas pour vos frères et sœurs. Vous n'avez personne à convertir et vous laissez convertir par personne dans aucun domaine. Faites-vous confiance, vous avez toutes les réponses en vous, pour vous. Mais ce message, on a été tellement infantilisé par l'école, tellement infantilisé par le système qui nous a dit il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Écoute ceux qui savent, c'est les gens importants, on les reconnaît parce qu'ils ont un costume, ils ont une robe de prêtre, ils portent un symbole, ceux-là ils savent et tous les autres ils ne savent pas. Non, on sait tous, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont oublié. Et moi j'ai écrit des livres pour vous rappeler que vous savez déjà et que vous avez oublié, mais que si vous faites un petit effort, ça va revenir. Je pourrais dire ça comme ça. Et maintenant, méfiez-vous de toutes les personnes qui ont des vérités dans le domaine de l'invisible, de l'au-delà, de la mort, de la naissance. On a des intuitions, un flou artistique acceptable, une dimension de mystère acceptable, et c'est très bien comme ça. Et on n'a pas besoin d'avoir des certitudes. Ok, 3 secondes avant de mourir, vous allez vous dire, peut-être pour ceux qui sont venus à la conférence, bon, en 3 secondes, je vais savoir ce qu'il y a. Mais allez-y, si vous allez voir un film. Vous savez pas si ça va être un bon film ou pas un bon film. Mais allez-y avec cette curiosité et laissez le monde, l'univers, Dieu ou les anges vous surprendre. Que ce soit d'une manière, peut-être comme l'état autonote, mais peut-être comme quelque chose qui vous a jamais été évoqué nulle part. Laissez-vous émerveiller par la surprise que va être le moment de la révélation. Et s'il n'y a rien, de toute façon, il n'y aura rien. Bon, au pire, vous êtes un tas de viande qu'on met dans une boîte hermétique et puis qui est enfermée sous une pierre. C'est pas grave, hein. Mais ça sera un petit instant de déception. Il y aura une petite seconde. Oh, zut, il n'y avait rien. Bon, c'est pas grave non plus. Mais ça se peut. Ah, il y a quelque chose. C'est comme dans le bouquin de Werber, je vole, je traverse la matière. Par contre, je ne peux pas parler, personne ne m'écoute et je ne peux pas le témoigner. Ouais. Mais enfin, tout ce que j'essaie de transmettre dans mon travail, ma spiritualité, c'est que vous avez déjà une spiritualité. N'attendez pas que des gens prennent le pouvoir sur vous, vous infantilisent, vous disent répète la prière 10 fois par jour, sinon tu vas aller en enfer. N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur de la rencontre avec un jugement. Enlevez toutes ces peurs. Voilà. Une spiritualité idéale me semble une spiritualité où on a enlevé la peur et on l'a remplacée par l'émerveillement, la curiosité et le fait de se dire bon, maintenant il va se passer quoi? Comme quand on tourne une page, maintenant il va se passer quoi? Maintenant, il va se passer, peut-être tu vas te réincarner en petit bébé. Voilà. C'est très bien. Je trouve en fait que notre esprit a un potentiel
déjà d'imaginer ce qui va nous arriver, d'imaginer, qui est fabuleux. C'est une joie. Par exemple, penser à la réincarnation, me dire que si je meurs, je vais me réincarner, et que c'est une idée que je peux avoir, je trouve ça formidable, c'est une joie. Me dire que j'ai vécu peut-être 111 vies, comme ce que m'avait dit Monique, et que je vais en continuer à en vivre après, pour moi, c'est juste une perspective. Je ne suis pas que Bernard Werber. J'ai été plein de gens avant, je vais être plein de gens après. Eh ben, j'ai l'impression que je suis plus grand, je suis plus large, je suis plus intéressant. Voilà. Mais le fait de pouvoir diffuser ça dans mes livres, c'est une joie, parce que je me dis, il y en a plein qui se demandent, qui disent, est-ce que je dois rentrer en religion, est-ce que je dois rentrer dans un monastère, est-ce que je dois rentrer dans un ashram? Ben, ils vont voir, non, vous n'avez pas besoin. On n'a pas besoin de produits, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin de gourous, on n'a pas besoin de... On a besoin que juste se rappeler qui on est, parce qu'au fond de nous, on ne l'a jamais oublié. Voilà. Je propose qu'on l'applaudisse très fort. Et avant d'ouvrir sur les questions... ça fait plusieurs réincarnations que je voulais dire ça devant une petite foule. Je vous rappelle qu'à la fin du livre, il y a 2 exercices que Bernard nous encourage à faire. D'abord, il dit « Rédigez ici l'épitaphe idéale que vous souhaiteriez voir figurer sur votre pierre tombale. » Et le deuxième exercice, rédiger la nécrologie qui résumerait au mieux votre vie. Donc j'imagine que tu t'es prêté à cet exercice, ou pas encore? Alors d'abord, il y en a une que j'aime bien, c'est « Je suis vivant et vous êtes mort ». C'est la phrase de Philippe Cadic sur la tombe. Je trouve que c'est la meilleure blague qu'on puisse faire, en sachant que beaucoup de morts ne se sont pas aperçus qu'ils sont morts. La situation qu'a mon héros est assez fréquente. Patricia Daré me disait qu'il y a un type qui est arrivé qui lui a dit « Je ne comprends pas, mes collègues ne me disent plus bonjour au boulot ». Et c'est dans le livre. Et elle a dit « Vous mangez moins ces temps-ci ?»« Ah oui, j'ai plus faim. » Et « Vous dormez pas non plus. » Et avec votre femme, avec ma femme, on se parle plus depuis longtemps. Bon, bah, peut-être que si on vous dit plus bonjour au boulot, c'est que il y a des raisons. Et elle me dit comment progressivement elle amène la personne à comprendre que bon, bah, ça fait un petit moment qu'elle croit qu'elle est vivante, qu'elle est morte. D'ailleurs, peut-être que là, on croit tous qu'on est vivant. Et puis... D'ailleurs, elle me disait une autre chose. Elle me dit qu'il y a plein de morts qui croient que c'est eux les vivants et que c'est nous les morts, et qui n'ont pas compris non plus. Voyez, donc. Alors, donc, je suis vivant et vous êtes mort comme épitaphe. J'aime bien aussi... Mais non, c'est une nouvelle, mais j'aimerais bien dire, j'espère que j'ai bien compris cette vie-là pour pouvoir en profiter dans la vie suivante. Ça pourrait être aussi une épitaphe. Et puis sinon, merci, parce que je suis vachement content de... Moi de toutes mes vies, c'est la plus sympa, hein, je peux vous dire. Je ne sais pas ce que je faisais avant, je crois que, bon, selon elle, j'étais médecin à Saint-Pétersbourg, mais c'était pas aussi cool que ça. Mais là, vraiment, vie d'écrivain, c'est super bien. Si je peux choisir, je reprends à la vie suivante. Même truc. Et sur le résumé, là, comme tu disais, la nécro. Bon, ben, nous regrettons tous la mort de Bernard Werber, qui est mort entouré de sa famille et de ses amis, en train de rigoler parce qu'on lui a sorti une bonne blague. Et puis bah, là-dessus, il a perdu un peu sa respiration. Il est mort en ayant toute sa conscience et en se disant je suis très content de tout ce qui s'est passé jusque-là, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Mais je considère déjà être vivant, c'est un super miracle. Je disais ça dans les conférences, je sais pas, il y a des gens qui étaient venus à la conférence sur l'hypnose que j'avais fait. Il y en avait quelques... Au début de la conférence, je passe une histoire de l'univers, plus de toute l'humanité. Et chaque fois que je vois ce film, je me dis, bon sang, le nombre de coïncidences qu'il a fallu pour qu'on soit vivant ici et maintenant, c'est énorme. Tout à l'heure, je vous disais les coïncidences pour que les fourmis aient émergé. Il fallait que la guerre entre Saddam Hussein et Irak et tout ça s'arrête. Mais pour que je sois là maintenant à vous parler, que vous soyez là dans cette salle, il a fallu que les spermatozoïdes déjà de vos parents, il a déjà fallu que tous vos ancêtres fassent l'amour et survivent à la peste, les guerres, tout ça. Et il a fallu ensuite que parmi les spermatozoïdes de votre père, le plus rapide soit celui qui donne naissance que à vous. Donc sur 300 millions
ça fait quand même... vous êtes tous très chanceux. Nous sommes tous très chanceux d'être vivants. Et moi, je devais mourir il y a 6 ans. Un problème cardiaque à la con, qui arrive assez souvent. Et à partir de ce jour, je me dis, chaque jour qui passe, c'est un cadeau. Et mon héros, d'ailleurs, a le même truc. Il a cette conscience que, bon, ben, on n'est pas censé tous vivre jusqu'à 90 ans, ça peut s'arrêter sur un problème cardiaque à la noix, comme ce qui m'est arrivé. Enfin, ce qui m'est arrivé, digression, tant pis, je racontais ce qui m'est arrivé à 47 ans. Il y a un de mes copains, Salman, le même qui m'a amené chez Albin Michel, qui me dit « Pour ton anniversaire, je t'offre un check-up complet de tout l'organisme. » Donc, c'est une journée à Pompidou. Vous allez tous le faire, ça va devenir un jour à la mode. Maintenant, ça touche peu de gens, parce que ça coûte très cher. Et une journée où on regarde tout dans mon corps. Et le dernier qui passe, qui me fait une scintigraphie coronarienne, il y a des cardiologues dans la salle? Non. Donc, il me fait une scintigraphie coronarienne, il me donne les papiers, puis il me dit ils vous ont dit les autres? Je dis quoi? Ah, il me dit si vous l'ont pas dit, c'est pas moi de vous le dire. Alors je dis je peux savoir de quoi on parle? Il me dit c'est toujours pareil, vu que je suis le dernier à faire les trucs, c'est toujours à moi que ça revient de la corvée. Alors non, vous allez demander à votre médecin traitant, c'est lui qui vous le dira. J'arrive à Frédéric, j'étais le truc, il m'a dit, le dernier, il m'a dit qu'il y avait quelque chose à me dire, mais qu'il ne voulait pas me dire. C'est quoi? Il regarde les trucs, il me fait, bon, ben, t'as une coronaire bouchée à 75%, et normalement, en effet, t'as plus que pour quelques jours à vivre. Alors, je dois dire, j'ai pas eu d'infarctus, hein, et j'étais plutôt en bonne santé, et il me dit, enfin, dans le truc, il me dit, tu corresponds exactement au genre de personnes qui n'ont pas ce problème. C'est-à-dire, tu n'as pas de cholestérol, tu as une vie saine, tu n'as pas d'hérédité, tu ne manges pas de viande, nourriture grasse et tout, tu ne prends pas d'alcool, tu ne fumes pas. Donc, tu es exactement la personne qui ne devrait pas avoir ce pépin. Mais tu l'as. Donc, là, il me dit, maintenant, tes jours sont comptés. Alors, reste la problématique, est-ce qu'on fait un pontage ou pas? Et il me dit, le pontage, c'est un truc terrible, on va casser le truc. Hein. Et au final, ils hésitent, ils se mettent à 6, 3 qui sont pour le pontage et 3 qui sont pour on attend. Et donc je vais voir un autre cardio, un autre endroit, et pareil, ils se réunissent, 3 qui sont pour, 3 qui sont contre. Puis je revois Frédéric, je fais, ok, tu ferais quoi à ma place? Il me dit, le pontage, ça va te faire vieillir d'un coup de 30 ans, laisse tomber. Je te propose une chose, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas avoir une discipline de vie qui consiste à faire tous les jours 50 minutes de vélo d'appartement pour faire tourner le sang dedans et créer des réseaux. Donc à partir de ce jour-là, j'ai choisi pas d'opération et je sais que ma vie est en sursis. Du coup, je me brouille de faire un max de bouquins et j'ai fait 50 minutes de vélo d'appartement, ce qui m'a permis de découvrir la culture des séries. Parce que 50 minutes de vélo d'appartement, au cas où vous le fassiez, c'est chiant. Il y en a qui font du sport tous les jours, genre 50 minutes de vélo d'appartement. Ah ouais, ça commence à... Un jour, tout le monde fera ça. Je dois préciser une chose, c'est Frédéric, au moment où il m'a prescrit de faire ça, il s'est mis à le faire lui aussi. Donc, je vous donne un conseil, faites tous 50 minutes de vélo d'appartement chez vous. Ça n'a plus rien à voir avec la littérature. Et ça va peut-être vous sauver la vie. Alors, 0,75 mg de cardégique, même si vous êtes en bonne santé, c'est l'aspirine, mais c'est bon pour la circulation du sang. Et le troisième élément, vu que les 50 minutes sont insupportables, il faut voir des séries. Et il s'avère que par chance, les séries sont extraordinaires actuellement. Mais aux États-Unis, il en sort 200 séries par an. Oui, Bernard, excuse-moi de t'interrompre, mais on a des questions du public et on ne va jamais y arriver. Donc je propose qu'on arrête la prescription. Ça peut sauver des vies. La dernière info que je dois vous donner, c'est que ne prenez pas les vélos d'appartement bon marché qu'il y a dans les surfaces. Il faut prendre un truc, parce que les bons marchés, ça vibre et ça va vous niquer les genoux. Bon. Ils ne sont pas en vente chez De Citre. Prenez les moyens de gamme dans lesquels il y a des galets de plus de 20 kilos. Voilà. Voilà. Bon, ok, on arrête. Merci. Bravo. Avec ça, vous devrez être bien. Non, je suis conscient que après cette conférence,
vous allez aller à d'autres conférences, vous allez vivre votre vie, vous aurez complètement tout oublié. Un jour, vous ne vous rappellerez même plus que vous êtes venu à cette conférence. Donc, le temps passe, on oublie. Par contre, si vous rentrez dans la discipline de sport, et si vous commencez à vivre de manière un peu plus saine, ça peut changer votre vie. Donc, sur le groupe, là, il y a 500 personnes. Je pense qu'il y a au moins 10 personnes qui se disent « c'est pas intéressant ce qu'ils racontent ». Ces 10 personnes, quelque part, ils vont avoir une meilleure vie. S'il y en a 20, c'est encore mieux. Et du coup, je n'aurais pas fait que du bien intellectuellement, j'aurais fait du bien physiquement. Et vous pourrez dire, votre vie s'est arrangée après cette conférence. Voilà. C'est plus utile. Ça, c'est un principe très bouddhiste. Même si ça sauve une personne, ça valait la peine. Ah bah oui. Très bien. J'ai vu qu'ils écoutent bien, donc peut-être 15. Super. Bah, écoutez, alors, on va prendre quelques questions dans le quart d'heure qui nous reste. Donc, je vous laisse lever le bras. Et puis, il y a des micros qui circulent. Alors, je vois une dame là qui a le bras levé. Si on peut lui apporter un micro. Si vous pouvez juste vous lever, vous présenter et poser votre question. Voilà, on vous écoute. Bonjour madame. Bonsoir, alors je m'appelle Héloïse et je voulais savoir maintenant, avec votre recul, votre imagination et votre ouverture sur le monde, si vous n'aviez pas pu percer en tant qu'écrivain, quel aurait pu être votre parcours professionnel? Vendeur de vélos d'appartement. Non, parce que je ne suis pas bon vendeur. En fait, j'aurais pu continuer à vivre du journalisme, mais le problème du journalisme, c'est que j'avais l'impression de faire un métier malhonnête. Je vous le dis ouvertement. Et j'ai beaucoup de collègues avec qui j'ai discuté. J'étais prof dans une école de journalisme, et il est très difficile de faire ce métier honnêtement, ou alors on le fait sur des supports qui n'ont pas une grande diffusion. Mais dans les grandes structures, vu que c'est du pouvoir, au final, tout est un peu corrompu, enfin, de ce que j'ai vu. Donc journalisme, je l'aurais fait, mais j'aurais vieilli plus vite et je me serais peut-être pas... Je serais moins souriant, je pense. Ensuite, réalisateur de cinéma, mais réalisateur de cinéma, quand je vois le mal que j'ai eu à faire Nos Amis les Terriens, et en 1 heure, mercredi, parce qu'il faisait beau et qu'il y avait l'élection de Sarkozy, le film est passé à l'as, tellement d'efforts pour si peu de résultats, je crois que j'aurais été un réalisateur qui aurait vécu dans la misère. Et après, il y a des métiers sur lesquels je sais que j'aurais été incapable. Professeur, enfin, instituteur, je pense que je suis nul, j'ai pas de patience avec les enfants. Professeur, si je peux enseigner la littérature, ça, je pense que je serais bon, mais je serais incapable aussi d'être policier, voir la souffrance et la douleur des gens arriver dans des endroits où il y a une sorte de catharsis de violence, je ne pourrais pas gérer ça. Et médecin non plus, je crois que tripoter des trucs dégueulasses et... Déjà, j'étais pas très bon dans les opérations, je ne sais pas si ça existe encore, il faut opérer des souris dans l'eau. J'arrivais pas à choper l'artère fémorale, je me suis dit, je ne fais pas de chirurgien, je vais pas doué. Tout ce qui est adresse des doigts, tout ce qui est rigoureux, tout ça, je suis nul. Tout ce qui demande du rangement, tout ce qui demande une discipline sérieuse, je ne suis pas bon. Mais par contre, tout ce qui est créatif, il y a 2 métiers que j'aurais pu faire, et c'est juste que je ne sais pas travailler, c'est la peinture et la musique. Maman était prof de piano, et vu qu'elle était prof de piano, elle m'a fait tellement écouter de musique que c'est vraiment engrammé tout le système de la construction musicale, mais je l'utilise pour écrire. Voilà. Donc musicien et peintre, mais je pense que j'aurais eu du mal à percer quand même. Donc dans la misère. Merci. Journaliste, si j'avais voulu rester malhonnête. Je crois qu'il y avait une question, jeune homme qui est devant. Puis on prendra des questions là-haut aussi, tout à l'heure. Enfin, tout de suite après. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ambroise Forzi et justement, il y avait une question un peu d'une certaine manière, le culte, enfin j'aime bien utiliser un peu ce terme, mais que vous vouez à Philippe Cadic au point de presque le citer à chacun, dans chaque bouquin. Et est-ce qu'il vous inspire réellement, enfin au travers de tous ces livres qui sont très particuliers quand même? Vous l'avez lu? Moi j'en ai lu quelques-uns, j'ai lu Lubic, Le Maître du Haut Château et d'autres encore. Alors, ça filme là, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Non mais c'est trop tard là. Non, je vais vous dire pourquoi, parce que
Philippe K. Dick, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était très puissant comme pensée. Et après, j'ai lu ses propres textes dans lesquels il explique qu'il testait la drogue. Et donc, ça m'a toujours posé la question, est-ce que si j'utilisais la drogue, je serais encore meilleur? Et je me suis dit, je dois arriver sans drogue à obtenir la même ouverture, ce qu'il appelle, ce qu'Aldous Huxley, je crois, appelle l'ouverture des portes. Vous savez, le groupe Les Doors, c'est en référence à l'ouverture des portes intérieures. Et quand j'ai lu Philippe K. Dick, je me suis dit, ok, ce mec a des portes ouvertes qui chez moi n'étaient pas encore ouvertes, dont notamment il s'est posé cette question, qu'est-ce qui me prouve que le réel est réel? Et jusque-là, cette question, je ne me l'étais jamais posée. Maintenant, c'est plus courant parce qu'il y a eu Matrix, il y a eu tout ça, mais c'est une question pour moi qui était un truc hindou, la mana, le rideau de l'illusion qui fait qu'on ne voit pas le vrai monde et qu'on croit des choses alors qu'en fait, on vit dans les croyances. Et j'ai vraiment pris conscience que ce monde n'est qu'une interprétation personnelle de ce que je crois en vivre. J'ai pris conscience de ça, qui m'a l'air la question philosophique la plus intéressante, en lisant Philippe K. Dick. Et je suis reconnaissant de ça. Maintenant, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il a compris ça? Parce qu'en prenant de la drogue, il rentrait dans des mondes d'illusions telles qu'il se demandait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je pense que c'est un peu lié. Maintenant, c'est pas tellement Philippe K. Dick, c'est le plaisir qu'il m'a apporté au moment où je l'ai lu, à un moment précis de ma vie. Parce qu'il m'arrive de relire Dick et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai retrouvé de si formidable? Et ça arrivait à un moment où je me posais des questions et il avait les réponses. Peut-être que pour vous, certains de mes livres ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'un auteur, c'est un rendez-vous. J'étais prêt et il m'a apporté la clé qui correspondait à ce dont j'avais besoin. Il m'a nourri de la manière dont j'avais besoin d'être nourri à un moment précis. Certains, vous parlez des thénatonautes, me disent qu'ils ont ça sur les thénatonautes, mais d'autres me disent des thénatonautes, ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas prêts, ce n'était pas le moment. Et un autre moment, c'est les gens sont prêts. C'est pour ça que des fois, les gens me disent vos livres ont changé ma vie. Non, ils étaient prêts à changer de vie, ils ont utilisé le livre pour faire ce petit pas. Comme Dick, j'étais prêt à changer ma vision du monde, et en lisant Dick, j'ai compris que j'avais envie de faire ce petit pas. Donc voilà, sinon, il est agréable d'avoir des maîtres, il est agréable d'admirer des gens, de se dire qu'il y a des gens au-dessus. Et moi, je visualise Dick comme dans une course de vélo, le type qui est tellement loin devant qu'il n'est même pas repéré dans la course de vélo. On parle que du type qui est à l'avant du peloton, mais on ne parle pas du type qui est loin devant. Et quand j'ai écrit, je me suis dit, ok, je ne peux pas aller aussi loin que Dick, donc je vais mettre un mi-chemin entre le mec qui est bien loin devant et le peloton derrière. Mais après, les médias ne vous parlent que de la vie du peloton, ils ne vous parlent pas des éléments qui sont autour. Donc c'est très agréable d'être hors système et de se dire que Dick était encore plus hors système. Mais il a fini par avoir son œuvre connue après sa mort. Donc finalement, ça veut dire qu'il y a une vie de l'œuvre. Mon travail sera peut-être reconnu après ma mort. Vous êtes des pionniers, vous avez la curiosité, mais je me rends bien compte que mon message n'arrive pas à être diffusé autant que je le voudrais, parce qu'il y a le blocage des habitudes. Un écrivain, ça doit dire ça doit faire ça doit écrire comme ça, et si on est en dehors du système, eh ben, le système ne vous repère même pas. Mais en même temps, c'est un choix. J'ai choisi d'être hors système. Voilà. Donc Dick me semble encore plus hors système que moi. Je suis fasciné par le maître, par papa, qui m'a montré qu'on pouvait vivre hors du système, et en plus que les gens étaient prêts à entendre des messages qui ne soient pas tout le temps la même chose. Vous savez, ce qui m'énerve le plus dans la littérature française, c'est que les livres qui sont des succès sont souvent des copies de choses qui ont déjà existé depuis très longtemps. Et je me dis, pourquoi personne ne leur dit, attendez, c'est juste une vieillerie qu'on vous resserre, mais en changeant un peu des éléments, mais ça a déjà été fait depuis longtemps. Et Dick, c'était nouveau, ça n'a jamais été fait. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'ai cette exigence d'originalité. Si c'est pour faire le énième livre ésotérique, le énième livre d'amour ou le énième livre d'autobiographie psychologique, ça a été fait. Alors du coup, ça plaît aux gens parce qu'ils sont en terrain connu. Vous savez, comme les copies des morceaux des Beatles, c'est ce qui marche le mieux. Parce que les gens le connaissent. Mais il faut leur proposer autre chose. Voilà. Merci pour votre question. Oui. Une question là-haut. Attendez, on va essayer. Non, une fois. Il y a une question au milieu, mais elle est alors, au milieu, madame. inaccessible au micro. Voilà.
Donc on va vous lancer le micro, madame. Attention à la tête. Bonsoir, désolée, Bonsoir. j'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai une question pratique. Comment est-ce que vous écrivez un livre, quel mode opératoire vous suivez, ou si vous en suivez un? Alors, moi, pour trouver un roman, ça me prend exactement 20 secondes. C'est-à-dire, il faut que je trouve l'idée, plus la manière de la marier à une autre idée. Donc, c'est deux idées mélangées. Ça, je teste tout le temps, même quand je vous parle, je cherche des idées de romans. C'est-à-dire, il y a une partie de ma tête qui continue. C'est-à-dire, ce contexte-là peut être un contexte romanesque. Une fois que j'ai les deux idées, je trouve un mécanisme d'histoire. Et j'ai une discipline que je tiens plus ou moins bien, qui est tous les jours j'écris une petite nouvelle, donc une petite histoire. Et du coup je les accumule. C'est sorti sur l'Arbre des possibles et depuis Bienvenue au paradis, c'est celle que je considère les meilleures, les 20 meilleures de deux époques, mais j'en ai des centaines de petites histoires. Et après, il y a certaines nouvelles que j'ai envie de développer, donc je fais un début, un milieu, une fin, et après je retravaille pour trouver une meilleure fin. Et je n'arrête pas de le faire grandir, donc une sorte de plan qui n'arrête pas de grandir. Et il y a un moment, quand le plan fait 100 pages, j'en parle à mon éditeur, je lui raconte tout le bouquin. Et des fois, il me dit que ça n'intéresse pas. Et des fois, il me dit que ça intéresse. Là, par exemple, j'ai donné à lire 100 pages à mon éditrice qui en a parlé à mon éditeur. Et donc, j'attends qu'il me dise si ça leur convient. Mais si ça ne leur convient pas, je ferai autre chose. Vous avez lu Depuis l'au-delà? Dans Depuis l'au-delà, je parle d'un livre qui s'appelle L'homme de 1000 ans, qui est un livre qui ne va pas émerger. Mais en fait, j'avais écrit Depuis l'au-delà, L'homme de 1000 ans. Et L'homme de 1000 ans, j'ai parlé à l'éditeur, il me dit ça ressemble beaucoup au sixième sommeil, ça serait mieux que tu fasses autre chose. Et j'ai fait Demain les chats. Mais du coup, L'homme de 1000 ans est une sorte de gros livre qui n'a pas émergé et qui restait en suspens. Mais par rapport à ce moment où j'en parle à l'éditeur, il me dit ce qu'il en pense. Ouais, ça se peut que l'éditeur n'aime pas. Et je sais que je pourrais très bien imposer ce sujet, mais je considère que l'avis de l'éditeur est intéressant. Parce que c'est l'avis de la personne qui va quand même investir des sous, de l'énergie. Donc je ne vais pas jouer la star, je ne vais pas dire j'impose ce sujet ou j'impose ce livre. C'est vous en voulez pas, je vais vous en faire un autre. Et en général, j'en démarre souvent deux en même temps. En préparation que celui que j'ai proposé ne plaise pas. Donc souvent, par exemple pour Depuis l'au-delà, il y a un autre livre qui a été écrit et qui ne sera pas publié. Et d'ailleurs c'était marrant parce que j'ai vu que Stephen King faisait pareil. Il y a des livres qu'il ne publie pas et qu'il met en suspens et qu'il garde pour plus tard. J'appelle ça mettre au congélo. Mais il y en a. Après ma mort, vous devriez normalement trouver, si mes héritiers ne sont pas trop couillons, quelques manuscrits. D'ailleurs, il y a un Stephen King, petite parenthèse, qui s'appelle Sac d'os, dans lequel l'auteur a un blocage, n'arrive plus à écrire, et il ressort justement tous ses livres congelés, et les gens trouvent qu'il écrit de mieux en mieux, alors que c'est précisément les livres qu'ils ne trouvaient pas assez bons pour les produire. Donc je ne dois pas être le seul à faire des livres qui ne sont pas publiés. Alors, oui. Madame, oui. Je crois que Madame a une bonne stratégie qui est de dire « s'il vous plaît », parce que vu que c'est très très large, vous ne serez pas repéré sinon. Et il y en a en hauteur aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas se laisser infantiliser, notamment sur le plan spirituel, oui. Et j'en suis tout à fait d'accord. Par contre, ma question est, pourquoi avez-vous rencontré cette fameuse médium lyonnaise nommée Monique, que je n'ai jamais rencontrée moi-même, voilà, et qui vous a révélé que vous aviez vécu X vies antérieures? Alors, pourquoi? En fait, c'est Marie-Pierre Planchon qui vous fait la météo marine sur France Inter et qui est une copine qui m'a dit pour ton anniversaire, encore mes anniversaires, je t'ai offert une séance avec Monique. Et je lui ai dit, tu sais, ça ne m'intéresse pas de discuter avec les médiums, parce que j'étais bête à l'époque. Et elle me dit, attends, tu vas venir à une des séances et tu vas comprendre. Alors j'arrive à une séance, et là c'était ce que j'appelle une réunion Tupperware, c'est-à-dire il n'y avait que des dames de 50 ans,
qui visiblement s'ennuyait un peu. Et arrive Monique, qui se place au milieu, et qui dit, bon, ben, je parle avec les anges et tout. Et puis je trouvais ça tellement ennuyeux que je me suis endormi. Et Marie-Pierre me dit, dis donc, t'en penses quoi? Je dis, bah, tu as vu, je me suis endormi, donc ça ne m'intéresse pas. Et elle me dit, c'est embêtant parce que demain matin, je t'ai prévu une séance d'1 heure avec cette médium et c'est mon cadeau d'anniversaire. Je dis, bah, écoute, il n'est pas trop tard, laisse tomber. Elle me dit, non, j'y tiens, j'ai déjà payé, viens. Juste pour faire plaisir à Marie-Pierre, j'y suis allé. Et là, j'ai dit, vous savez, je suis désolé, mais j'y crois pas, mais j'ai dit la vérité, c'est pour faire plaisir à Marie-Pierre, je les écoutais. Et là, elle m'a dit, bon, ben, vous êtes en train de parler à votre ange gardien est là, et vous pouvez lui poser une question. J'ai dit, bon, bah, vu qu'à l'époque, l'État atonote avait échoué, vu que je venais de divorcer, j'avais plein de problèmes, j'ai dit, qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au travail? Et elle me dit, mais il n'arrête pas. Et à ce moment-là, j'ai eu un énorme sentiment d'ingratitude envers mon ange gardien. Et je me suis rendu compte de tous les gros pépins qui pouvaient m'arriver et que finalement, ma vie était plutôt, même si c'était une période d'échec, une phase basse, ma vie était quand même plutôt sympa. Et j'ai dit, ok, s'il est là, je m'excuse. Et je le remercie. Voilà. Et à partir de là, on a éclaté de rire tous les deux. Et elle est arrivée à m'intéresser avec notamment les réincarnations. Et à partir de là, en partant, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas dans la croyance, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, je vois que je repars en souriant et que vous m'avez fait du bien. Donc, quel que soit le prix qu'a payé Marie-Pierre, ça le vaut. Et personnellement, je souhaiterais vous revoir pour faire des séances que je paierai moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Par la suite, vous savez, au-delà d'être médium, d'être docteur, d'être n'importe quel métier, vous avez affaire à des êtres humains qui sont plus ou moins sympathiques, que vous sentez intuitivement ou pas. Vous pouvez très bien tomber sur une médium géniale et sur un médecin nul. Et vous pouvez tomber, j'allais dire, une médium professionnelle et un médecin incompétent, même s'il est chef de service. Vous pouvez tomber sur un rédacteur en chef de journal de gauche qui ne sait pas lire, et à côté de ça, tomber sur une sorcière qui, elle, s'est réellement soignée. Voilà. Donc il faut vraiment étudier au cas par cas, et surtout, j'en reviens à cette idée, écoutez votre intuition. Au fond de nous, on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. On voit une personne, on sait automatiquement à qui on a affaire. Après, avec le blabla, on vous entoure de glu et tout, et vous ne savez plus où vous en êtes. Mais au fond de vous, la première impression était déjà la bonne. Et là, sur le prochain que j'écris, je parle des familles d'âmes. On se retrouve, enfin j'aime bien cette idée, au-delà de la réincarnation, c'est qu'il y a des gens qui étaient potes dans une vie, ils se retrouvent dans la vie suivante pour continuer à faire ce qu'ils avaient fait dans la vie précédente. Et moi, je crois à ça. Donc, je suis à la recherche des autres personnes, et je suis attentif, je me demande tout le temps, est-ce que ça fait partie de ma famille d'âmes? Et voilà, et puis je me fais des nouveaux copains dans cette vie-ci, que j'espère retrouver dans la vie suivante. En fait, c'est toute une gestion. Hein. Mais je trouve ça sympathique de ne pas vivre que pour bouffer, regarder la télévision, gagner sa vie, vieillir et crever. Se poser des questions sur quel est le sens de tout ça, qu'est-ce qu'on a à apprendre, qui sont tous ces gens qui sont autour de nous, comment interagir avec eux pour les aider, comment ils peuvent nous aider. Et si vous êtes là, c'est que si vous me lisez, c'est que vous vous posez aussi ces questions. Et je pense que c'est des gens comme vous, comme nous, qui faisons monter le niveau général. J'ai pas d'autre terme que de conscience. C'est même pas de spiritualité, c'est de conscience. Si vous posez des questions sur pourquoi vous êtes né, qu'est-ce que vous foutez là et comment vous allez crever, déjà vous êtes un peu plus au niveau de la personne qui dit juste comment voler la personne auquel il va transmettre de la drogue. C'est des niveaux de conscience, ou la personne qui se dit, pourvu qu'en arrivant dans ce village, j'arrive avec ma mitraillette à tuer un maximum de gens. Il y a des gens qui doivent... j'ai rien contre le métier de militaire, mais il y a des niveaux de conscience, non, parce que les militaires sont nécessaires comme les lymphocytes dans le corps pour nous protéger des attaques des autres militaires, donc on ne s'en sort pas. Mais la personne qui arrive avec du plaisir à tuer les autres ou du plaisir à détruire est une personne qui mérite juste d'être éduquée, d'avoir une prise de conscience qui lui permette de saisir un peu mieux ce qui se passe dans le monde et comment dire,
j'ai pas de terme d'être éveillé. J'écris des livres pour qu'il y ait le maximum de gens éveillés et que ceux qui sont à mi-chemin éveillent ceux qui sont en dessous et qu'on se transmet. Je sais plus, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient profs dans les écoles. On a parlé un peu de l'éducation des jeunes. Moi, je ne sais pas éduquer les enfants, je n'ai pas la patience. Mais par contre, peut-être que mon livre donnera envie aux professeurs de transmettre aussi une forme de spiritualité. Et comme ça fera tache d'huile. Et qu'au final, il y a quand même une lutte entre les zones de lumière et les zones d'ombre. Et les zones de lumière gagneront sur les zones d'ombre. Mais Monique m'a éclairé. Et moi, l'Empire des Anges est imprégné de l'esprit de Monique. Voilà, pas l'Etana, puisque je l'ai rencontré après, mais l'Empire des Anges, qui a touché beaucoup plus de gens et qui a été mon premier grand succès, c'est déjà Monique qui m'a appris notamment que dans mon nez, on a 50% de libre arbitre, 25% d'hérédité et 25% de karma. Cette idée, elle est venue d'une séance, et je trouve ça génial. C'est-à-dire, en gros, quand vous naissez, soit vous pouvez choisir avec votre libre arbitre de faire tout à l'hérédité. Par exemple, vous naissez fils de roi, vous faites que, ou fils de notaire, vous reprenez juste que le boulot de papa. Donc votre vie est indiquée par vos parents. Vous n'avez fait aucun choix original. Soit c'est indiqué par votre karma, c'est votre inconscient et la vie précédente. Vous avez décidé dans la vie précédente, vous vouliez faire tel métier et vous n'êtes influencé que par ça. Soit le libre arbitre décide. Ça va, je sais pas si je suis très clair. Avec votre libre arbitre, vous décidez de faire tout en libre arbitre, c'est-à-dire vous n'êtes influencé ni par votre hérédité ni par votre karma. Mais cette idée-là, c'est Monique qui me l'a transmise. Je trouve ça vachement intéressant. Ça ouvre plein de voies. Voilà. Encore 2 questions et puis après, on va boucler. Ah, c'est ça. Après, il y aura ici. On n'a pas eu de questions là-haut. Ça sera vous après. Mais on va. Je là-haut. crois que le micro est déjà là-haut. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Voilà. Donc, je vais essayer d'être assez claire. La littérature, donc, c'est les hommes qui la créent. Si on regarde bien, que ça soit Zweig, on était dans la psychologie. Il y avait des choses qu'on voulait découvrir qu'on connaissait pas. Vous parliez tout à l'heure d'écrivains artificiels. Donc, je suis désolée, c'est dans le bouquin, je l'ai pas lu. D'écrivains artificiels, ce qui est logique vu qu'on va de plus en plus vers une vie artificielle. Mais selon vous, vers où on va réellement au niveau de l'écriture, au niveau de la littérature? Au niveau de l'écriture? La littérature. Est-ce qu'il y a un changement qui doit s'opérer ou est-ce que c'est une chose qui est de toute manière inarrêtable? Alors, moi je vais vous dire, il y a un changement, exactement, il y a un changement qui doit s'opérer, et ce changement, c'est une littérature dans laquelle l'imaginaire soit plus considéré juste comme la littérature pour les enfants. Mais en fait, ce changement, c'est aller vers l'histoire plutôt que vers les jolies phrases. Et la qualité de l'histoire, pour l'instant, en France, on a pris du retard parce qu'on n'a pas assez de transmission du savoir-faire, écrire. C'est-à-dire on considère qu'il y a des gens qui l'ont, des gens qui ne l'ont pas. Il n'y a pas d'école, comme aux États-Unis, il n'y a pas de tradition du storytelling, il n'y a pas de tradition du tourné de page. Il y a juste ce que vous avez vu avec la mort de Jean d'Ormesson, c'est-à-dire des sortes d'icônes présentées comme des statues, des monuments qu'il faut vénérer et dans lesquels rien n'est transmis autre que vénérons la statue du commandeur. Et voilà. Je ne vous choque pas en disant ça. Mais c'est Marguerite Duras, Céline, machin, tous ces divinités, ces idoles, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. C'est juste, ils vont avoir des adeptes qui continuent à les vénérer. Leurs disciples ont bloqué tout le système littéraire parisien. Maintenant, j'espère qu'à un moment, ils ne pourront pas bloquer tout éternellement et qu'il y a cette mode qui doit arriver de la bonne histoire et non plus de la jolie phrase, et que cette mode va amener un appel d'air. Tout d'un coup, on va s'apercevoir qu'en France, on a des Jules Verne, on a des Barjavel, on a des Pierre Boulle, on a des auteurs avec des imaginaires très puissants qui peuvent rayonner dans le monde entier et qu'il n'y a pas que les Américains et les Anglais qui savent faire ça. Jules Verne, c'est l'auteur français probablement qui est le plus connu dans le monde. Et tous les mecs qui faisaient de la littérature masturbatoire à la mode actuelle, qui existaient déjà à l'époque de Jules Verne, on les a oubliés, heureusement. Donc il y a une décantation naturelle qui devrait aller vers les décors, les univers, les idées, l'originalité. Voilà. J'espère que je choque personne en disant ça, mais sinon tant pis, hein, j'assume. Moi, à l'école, on a failli me dégoûter de la littérature en me faisant lire des auteurs ennuyeux.
Et je vois qu'actuellement, dans les émissions de télévision, on essaie de vous faire lire des ressaucés des mêmes auteurs ennuyeux par des copieurs d'auteurs ennuyeux. Il serait peut-être temps qu'on commence à s'amuser un peu, quoi. Et à dire aux jeunes, lire, c'est un plaisir, c'est une joie, on s'éclate, on rigole, on pleure. Lire est plus fort qu'un film. Au point de vue émotion, un livre peut transmettre des choses beaucoup plus en profondeur, qui vont s'inscrire beaucoup plus profond, beaucoup plus intensément qu'un film. Un film, à la limite, vous pouvez en voir un tous les soirs. Mais un livre, vous allez passer 7 heures à tourner les pages, à visualiser les personnages, à écouter les voix. Vous allez faire un travail en fait, de réalisateur de cinéma. Vous allez mettre votre propre musique, vous allez lire à votre propre rythme. C'est un outil très puissant. C'est un outil de joie, un outil d'éveil, un outil d'émerveillement. Et c'est dommage que ce soit entre les mains de pisse-vinaigre qui le gâchent. Voilà. Donc j'espère qu'un jour, les pisse-vinaigres qui étaient déjà dénoncés par Rabelais à l'époque, qui avaient déjà le même problème, seront remplacés par des raconteurs d'histoire. Voilà, j'ai dû me faire des copains là. Dernière question. Mais, voilà. Entre nous, je ne le verrai pas de mon vivant. J'ai vu comme c'était bloqué le système. Ça sera si on peut avoir un micro pour... Mademoiselle. Madame, et on terminera là-dessus. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, vu que souvent vous parlez de l'au-delà, etc., si vous aviez déjà vécu une ou des expériences paranormales. Et puis j'avais une deuxième petite question. Si vous aviez un de vos romans vraiment chouchou, si vous deviez en choisir qu'un seul parmi tout ce que vous avez écrit, est-ce qu'il y en a un où vous avez un attachement particulier? Oui, je crois que vous connaissez la réponse aux deux questions au moment où vous me la posez. Premièrement, non. Est-ce que j'ai eu des expériences, vous me disiez, paranormales? Alors, en toute honnêteté, j'en ai eu une, liée à mon admiration pour Philippe Cadic et liée à de la marijuana, mais de très très bonne qualité. Je précise parce que j'ai un fils, je lui ai dit, ça se peut qu'un jour tu sois tenté de prendre de la drogue. C'est comme le vin rouge, si tu prends des trucs qui tâchent, qui te bourrent la gueule, c'est pas bon. Donc, si tu veux, on le fera ensemble, tant qu'à le faire, mais prends des trucs de qualité. Et donc là, c'est quelqu'un qui m'avait amené un produit du Brésil, et je dois avouer que j'ai compris ce que c'était ce qu'a vécu Dick, parce que c'est vrai que c'est Dick qui m'a donné envie de faire ça. Je ne l'ai pas fait souvent, j'ai dû le faire en tout 3 fois, et chaque fois j'ai utilisé pour écrire. J'ai créé tout le rituel, à savoir le casque pour la musique. Une musique était prise de l'après-midi d'un phone de Debussy, et j'ai quitté mon corps, et j'avais qu'une pétoche, ça m'a dit putain, pour que je puisse rentrer. Je vous déconseille de manière générale, 1, de prendre de la drogue, et 2, de quitter votre corps. Et je me rappelle cette idée que j'avais lue dans les livres des morts égyptiens, c'est si vous sortez de votre corps, une âme qui passe peut vous le prendre. Je me suis dit, juste pourvu que je ne tombe pas devant ce cas de figure, juste pour tester la drogue, je me serais fait piquer mon corps par un truc qui passe. Donc, j'ai pas vraiment profité du trip, mais j'ai remarqué que si je coupais la musique, ça s'arrêtait. Donc, je pense que la musique était 70% de l'expérience, et les 30 autres %, c'était lié au produit qui me faisait vivre la musique. Et c'est l'unique expérience de le réel s'est arrêté et j'ai basculé dans autre chose. Bon, je voltais dans la pièce, hein, au plafond, tout ça. J'étais par terre et ma compagne à l'époque m'a vu par terre, elle a cru que je suis mort, ce qui rajoutait, parce qu'après il fallait que je la rassure, je ne suis pas mort, c'est juste un produit. Et avant de tomber par terre, j'ai noté tout. J'ai perdu malheureusement ce que j'ai noté, mais j'ai noté précisément tout ce qui se passait avec un chronomètre. Donc j'ai pas fait l'expérience entre copains, passe-moi une taf et tout. C'est avec un chronomètre, avec un casque, avec un lieu défini, avec une prise de notes où je notais tous les... Puis je prenais mon pouls pour voir où étaient mes battements cardiaques. Donc voilà, c'est l'expérience. Et 2, je vous ai dit que j'ai dû le prendre 2 ou 3 fois. Je l'ai pris les 2 autres fois dans l'écriture d'état atonote, ce qui fait que c'était un livre. À un moment, je me suis dit, voilà, vu que j'ai utilisé un produit pas bien pour écrire, c'est peut-être normal que ce livre soit puni, puisqu'il tombe dans... Enfin, c'était un échec complet. Et après, donc je me suis dit que ce livre, en plus, était raté.
C'est bien plus tard que les lecteurs m'ont dit que c'était le préféré. Et j'ai vu, plus on en parle avec le temps, plus ça devient le préféré. Donc, je me suis mis à le réapprivoiser un peu comme un enfant qui boite, qu'on a un peu rejeté, et puis on se dit finalement c'est celui qui boite qui marche le mieux. Et une affection spéciale. En tout cas, l'échec des Thanatonautes m'a fait penser que tout s'arrêtait, et ça m'a fait vraiment peur. Ouais, les Thanatonautes, du coup, devient mon livre préféré. Maintenant, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui va rester une fois que je serai mort comme œuvre? Et ça se peut que ça soit ni les fourmis, ni les Thanatonautes, ça se peut que ça soit autre chose que j'ai pas prévu. Parce que le monde, l'univers, en se décantant, fait sortir comme Jules Verne, c'est 20 milieux sous les mers, ou Vivaldi, c'est 4 saisons. On ne sait pas ce qui va sortir après la décantation. Mais je crois au temps comme le meilleur des critiques. C'est-à-dire le temps fait oublier les œuvres secondaires et fait émerger les œuvres originales. Voilà. Ça répond à votre question? Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on applaudisse très chaleureusement notre invité de ce soir. Merci. Qu'on le remercie pour... Attends, on va faire... Ouais. Viens voir. Vas-y. Alors, si tu veux le bien, on va faire un selfie tous les deux. On va faire un selfie de groupe, donc si vous pouvez vous rapprocher. Alors, tiens, on va se tourner. Tiens, voilà. Et puis, tu nous prends tous ensemble. Alors, il faut sourire, s'il vous plaît. T'es prêt? Je crois que ça serait mieux s'il y avait un photographe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des bons... Non, mais on se fait... Ouais. On essaye. Allez. Ah bah voilà, très bien.